Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre désormais célèbre rédacteur, mon acolyte d'ailleurs, je dois dire, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. À force de dire que je suis célèbre, ça va le devenir. Ça, c'est le truc qui se... En fait, c'est ça. C'est la méthode Coué. J'allais dire notre acolyte. Non, tu es mon acolyte. Après, la méthode, pour les autres, ouais. Voilà. La méthode tu es Sébastien célèbre. Coué. Bah oui, écoute, non, j'allais dire j'essaye. Non, je cherche pas la célébrité. Ah non. Par contre, c'est dommage, ça va t'arriver. Hein. Ah, tu crois? Putain, ça va me frapper à un moment. Je sens que je m'y attends. Attends, on arrive doucement mais sûrement bientôt au 80e épisode, donc c'est quand même quelque chose qui se construit, ce podcast. Et bien là, pour cette semaine, on va revenir sur une épreuve justement qui marque le championnat du monde d'endurance depuis de nombreuses années. Elle se déroule au Japon et on parle évidemment des 6 heures de Fuji. C'est déjà l'avant-dernière manche de la saison 2025 du WEC. Ça passe vite cette saison. Alors comme vous le savez dans l'Endurance Club, on a l'occasion de vous donner des chiffres, des petites infos insolites, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et j'espère qu'on va vibrer mais qu'on va rester au sec pour Fuji, parce que au sommaire on va parler évidemment de cette épreuve, les forces en présence, le point au championnat aussi après Austin qui a été une autre course bien arrosée, quelques infos, des stats pour les 6 heures de Fuji. On va revenir sur d'anciens vainqueurs, sur ce qui s'est passé dans des épisodes précédents et dans des étapes précédentes à Fuji. Un petit point aussi, si tu veux bien, sur les transferts en WEC, parce que ça bouge pas mal. Il y a eu des confirmations, il y a eu des changements d'équipe pour certains pilotes. Donc voilà, je voulais revenir avec toi là-dessus. Et puis bien sûr, on va revenir sur ton actu, sur mon actu aussi accessoirement, et puis sur la top question, parce que je peux te dire que l'idée d'avoir lancé cette top question, déjà pour réentendre le jingle top position, c'est parfait, mais aussi parce que j'ai eu des retours et je crois que ce concept plaît bien. Donc on aura une top question, contrairement à la semaine dernière où on en a eu 2, et on a des réponses, mesdames et messieurs. Voilà, donc pour cette édition des 6 heures de Fuji 2025, eh bien, il y a aussi un autre chiffre qu'on voulait vous annoncer. Vous le connaissez si vous écoutez toutes les semaines l'Endurance Club évidemment. On arrive à la 100e course de l'histoire du championnat du monde d'endurance, de la nouvelle ère, hein, j'allais dire. Depuis Sebring 2012, on a donc fait pas mal de chemin. 100e course de l'histoire le week-end prochain, enfin ce week-end. Qu'est-ce que ça t'inspire, Geoffroy? Bah, c'est ça la stat de l'épisode. En vrai, je suis en train de réfléchir au titre bon, que je vais mettre, mais c'est ça le truc, c'est que je vais mettre le WEC passe le cap des 100 ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, c'est quand même parce que bon, c'est l'épreuve de Fuji, ça pourrait être celle de Bahreïn, ça pourrait être peu importe, mais le cap des 100 courses, c'est quand même impressionnant. Oui. Bah, sachant d'où on vient, c'est-à-dire que toi comme moi, on suit l'endurance et on s'intéresse à l'endurance depuis quand même pas mal de temps, depuis plus longtemps que 13 ans du coup. Ah bah plus longtemps que le début du WEC, ça je suis d'accord. Ouais voilà c'est ça, et du coup moi à l'époque quand ça s'est lancé, j'y croyais, enfin je me doutais pas que ça allait en tout cas prendre cette tournure et que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait être autant structuré, parce que l'histoire de l'endurance a toujours été complexe, et là force est de constater que bah voilà, 100 courses, enfin c'est un cap un peu important. On est loin du nombre de courses de la Formule 1, je sais plus à combien on en est rendu, 1004, 1003, non 1004, je sais plus. Mais bon voilà. Énormément, enfin, bref, en Formule 1 on commence à faire un sacré chemin. Je crois qu'on est à plus de 1100, si je dis pas de bêtises. Oui, je me suis peut-être un peu emporté sur 1003, 1004. Ouais. Mais en tout cas, ce que je voulais souligner, et je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, cette saison et ces saisons de WEC, elles ont été finalement bien lancées, parce que faut bien se dire, quand il y avait l'ILMC en 2011, moi je voyais pas trop de bonne manière, j'allais dire, l'évolution, et finalement on a vite changé. Ah ouais, c'est vrai. Déjà le nom international, le Man Cup, bon, ok. Intercontinental. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? International. Bon, je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, je voyais pas trop où on allait. Et puis, quand on a structuré que la FIA a plus été impliquée et qu'on s'est dit, voilà, le championnat du monde d'endurance, on a changé les lettres, hein, qui étaient WSC. Alors, tu vois, ça, on peut le regretter aussi. Pourquoi pas WSC pour rendre hommage? Maintenant, c'est quand même assez clair d'avoir endurance dans le nom. Moi, j'aurais peut-être même mis peut-être Le Mans, tu vois, quelque chose comme ça, comme ELMS, tu vois, le Mans Series. Bah là, ça aurait pu être World Le Mans Series. Je sais pas si ça aurait pu plus fonctionner, mais en tout cas, on en est à 100. Ça s'est appelé WEC aussi, hein, par le passé. Il y a eu WSC. C'est vrai. En fait, il y a eu... alors là, il y en a peut-être qui vont me taper sur les doigts parce que je suis pas ultra précis là-dessus. Mais on a des historiens qui nous écoutent. Mais je sais. Mais il y a eu championnat du monde des marques, championnat du monde des constructeurs,
championnat du monde d'endurance. En fait, on a eu, parce que WSC, c'est World Sports Car Championship, donc championnat du monde des sports prototypes. Et on a eu le championnat du monde d'endurance aussi. D'ailleurs, ça veut dire aussi, Geoffroy, qu'il n'y avait pas trop de GT à cette époque-là. C'est vrai que c'était une époque où on mettait vraiment en valeur les protos, quoi. Oui, c'est l'époque groupe C, en fait, où on avait ce nom WSC. Il y a un jeu vidéo, d'ailleurs, qui existe, qui est WSC. Et je crois qu'il y en avait un pendant qui était WEC. Mais, en fait, bref, tu vois, le nommage... Moi, je trouve qu'il est pas... J'ai appris à l'aimer, ce nom du WEC. Et après, foutre-le-ment dans tous les trucs, tu vois... Non, Ouais, t'es pas d'accord, ok. Je sais pas, enfin... En fait, non mais je me faisais la réflexion il y a pas longtemps parce que European Le Mans Series, en fait, si tu veux, c'est arrivé sur le week-end où je suis allé à Silverstone et à ma grande surprise, à Silverstone et aux alentours, tout le monde ne connaît pas la compétition auto. Je pensais qu'on était dans la Motorsport Valley et une personne me dit alors comment on dit Helms, comment on prononce? Ah oui. Et oui. Bah forcément. Et je me suis dit, ah ouais, on voit pas qu'il y a Le Mans, en fait, dans le nom. Les acronymes, ça, en sport méca, on aime bien. Hein. Ah bah, on aime bien. Et puis, surtout, c'est marrant. Oui, il y a des noms où parfois comment dire, les gens qui arrivent dans le domaine et qui connaissent pas l'origine vont croire, je sais pas comment dire, il y a des noms où tu crois que c'est des acronymes alors qu'en fait c'est des noms de famille. Enfin, je pense, là, j'ai déjà entendu, le nombre de fois où j'ai entendu, par exemple, des gens qui prononcent Manti, ou qui savent pas ce que c'est alors que c'est Mantet, Olaf Mantet, quoi, juste un pilote qui a monté son équipe et qui est une légende, mais les gens ne savent pas d'où ça découle. Joest, tu veux dire? Oui, le meilleur quand même là-dedans, alors c'est sport auto, mais sans être 100% sport auto, mais un peu quand même, bien sûr, tu vas voir de quoi je parle. Le plus connu, c'est Apt, que grâce à GMK, tout le monde appelle ABT, quoi. Donc c'est génial. C'est-à-dire que c'est un vrai nom de famille, Christian Apt, quoi. Préparateur et tout. Et lui, il appelle ça, c'est l'Audi ABT, c'est aberrant. Mais en fait, non, c'est Apt, quoi. Enfin, tu dis pas une Audi ABT, en fait. C'est drôle, c'est drôle. En tout cas, moi, je le dis pas, effectivement. C'est quoi, c'est Grinarda? Ah, mais c'est une gifle tout de suite. C'est le Grinarda. Et ça, c'est une gifle tout de suite. Enfin, mais après, c'est marrant parce que ça montre. Tu vois, là, pour le coup, ça montre. Putain, ça y est, je suis déjà en train de partir sur les influenceurs. Et voilà. Ça montre pas une méconnaissance totale de l'automobile, parce que je pense que GMK a quand même une connaissance de l'automobile. Mais ça montre, par contre, un peu plus par où t'es arrivé et quelle clé, quel truc tu associes, tu vois. Moi, évidemment, je vois plus Christian Apt et je vois plus les Audi TT en DTM que juste une RS6 ABT, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est parce qu'il y a le Grand Prix Explorer qui arrive, c'est pour ça que t'es sur les influenceurs. Je sens que tu vas regarder attentivement cette course. Ah, j'adore. J'ai hâte, oh là là, Moi, je ne serai pas dispo. Moi, j'ai piscine. Je serai moi à aussi, Dijon j'ai piscine. pour Ouais. J'ai Story, moi, j'ai piscine aussi. Je serai à Dijon pour commenter des courses historiques, tu vois, donc on ne se refait pas, comme on dit. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est bien à la fois d'avoir cette caisse de résonance, mais on a peut-être moins la connaissance de l'histoire du sport, et c'est un petit peu ce qu'on veut faire dans l'Endurance Club, voilà, essayer de se rappeler aux bons souvenirs et de se remémorer de belles choses aussi, et de rendre hommage, pourquoi pas, à des pilotes, à des équipes qui ont marqué l'histoire, donc ça c'est quelque chose qui nous plaît bien, et pour le Après, tu sais, je fais l'ancien, mais c'est hyper dur aussi. Hein. Enfin, moi, j'en apprends tous les jours. Et on a forcément des lacunes, donc voilà, je suis pas en train de faire la morale non plus. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est pas encore mon actu, mais petite parenthèse, certains me reprochent de ne suivre la Formule 1 que depuis 90. Bah oui, j'avais 2 ans. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu suivre depuis 60, mais bon, j'étais pas né, donc c'est quand même dommage. C'est vrai que t'aurais pu faire un effort quand même. C'est vrai. Donc voilà, chacun a démarré à l'époque où il a découvert le sport. Et là, encore une fois, franchement, il y a aucun problème à avoir découvert avec Drive to Survive le sport mécanique. Puis ensuite, du moment qu'on vienne s'intéresser à l'endurance, moi, ça me va. Ah mais non, mais clairement, faut pas faire de jeunisme ou de... Ouais, on a tous notre background différent. Et puis même, je connais des gens qui sont arrivés, comme tu dis, plus tard, je sais pas, à 25, 30 ans ou même 40 ans, qui débarquent dans le sport auto, qui étaient dans un autre domaine avant et qui, d'un seul coup, vont accumuler d'autres connaissances, parce que ils vont trouver des sources d'infos différentes. Enfin, non, il y a pas... On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On n'a pas la même historique, mais on a la même... on partage les mêmes passions, donc ça, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord, c'est exactement ça y est, on est vraiment dans une parenthèse déjà dès le départ. On les perd, là. Le watch time, là, on est mort. 10 minutes, on est mort. 20, non, on est mort là. Ouais.
Commentez, mesdames et messieurs, mettez des commentaires et mettez le time code au moment où l'épisode commence vraiment. C'est-à-dire c'est voilà, maintenant. allez, c'est parti. Voilà. On va parler des 6 heures de Fuji, on le disait. C'est une épreuve, mine de rien. Alors nous, on va s'intéresser que depuis 2012 parce que on parle du WEC et on sait qu'on en est à la 100e, donc ce week-end. Mais enfin, c'est quand même une épreuve qui, sur une distance de 1000 km à l'origine, existe depuis 1967, Geoffroy. C'est quand même incroyable de voir la liste des vainqueurs et le palmarès où, évidemment, énormément de Japonais se sont imposés. C'est ça, il a fallu attendre plus de 10 ans pour avoir un premier vainqueur non japonais. Il n'y a pas beaucoup de vainqueurs en fait d'autres nationalités. Enfin, il y en a, mais c'est pas énorme, évidemment. C'est surreprésenté côté japonais. Et ouais, tu dis depuis 2012 parce qu'avant ça a existé. Ça a existé dans le trop court championnat Japan Le Mans Challenge. Je suis fan de ça. J'adorerais avoir des objets dérivés du Japan Le Mans Challenge, quoi. C'est un championnat qui a... Il faut qu'on fasse un épisode là-dessus. Qui a dû durer une saison, 2, je sais plus combien de temps ça a duré. Mais c'était assez court, le Japan Le Mans. C'était quoi C'était avant l'Asian Le Mans Series, en fait. Ouais, c'est ça, c'est juste avant. Et c'est un truc vraiment focus... focus Japon, quoi. Donc, à mon avis... Enfin, j'ai plus les calendriers en tête, mais... je crois que c'est 2006-2007, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a 2 saisons. Pour moi, c'est 2006-2007. Et après, où ça roule, ça doit être que des circuits full Jap. Donc Fuji notamment, Suzuka, enfin bref... J'aimais bien cette ambiance, quoi. Et c'est dingue, mais tu vois, voilà, ça revient à ce que je te disais. J'avais oublié qu'on allait parler de ça parce qu'on n'a pas préparé tout ce qu'on allait se dire aujourd'hui pour présenter Fuji, mais voilà, on a mis Le Mans dans le nom, quoi. Bon, c'est pas pour ça que ça a fonctionné. Ouais. En tout cas, on avait cette envie de faire vraiment plus ciblé et peut-être de concurrencer le Super GT. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'était... Enfin, en fait, c'est parce qu'il y a toujours eu cette volonté de structurer un truc en Asie en rapport avec Le Mans. Il y avait eu en 99, on en a déjà parlé, notamment quand on évoquait la GT1, mais le Mans Fuji 1000 km, donc les 1000 km de Fuji, mais en version Le Mans. Eric Comas a gagné. Et ouais, Eric Comas, ouais, c'est vrai. Avec sa Nissan R391, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Eric Comas et la Nissan, parce qu'il était à Imola avec. Non, c'est vrai, il est génial, Eric. Ah là là, j'ai tellement envie de faire un épisode de trajectoire avec lui, je vous le dis. Après, par contre, dans une livrée Pennzoil, je suis pas fan du tout, quoi. La caisse. Ah ouais. Moi, je l'aurais laissé dans sa livrée d'époque blanche et bleue, là, Le Mans 98. Mais, moi, je suis tellement fan de jaune que moi, ça me va très bien. Elle est mythique, cette livrée Pennzoil, tu vois. Ouais, mais elle a jamais roulé en période avec ça. Elle a... non, peut-être pas, mais c'est peut-être aussi parce que je l'avais beaucoup sur Gran Turismo, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais moi aussi... Ah, mais tu me mets de la livrée Castrol, Pennzoil, tu mets Calisonic, tu mets tout ce que tu veux, j'adore, mais sur la Nissan qui a fait Le Mans, un châssis authentique, je trouve que c'est un blasphème. Bon, tu lui répéteras pas. Il nous écoute pas, j'espère. Enfin, si j'espère, s'il nous écoute. Mais ouais, en fait, il y a toujours eu cette tentative d'avoir un truc, de ramener l'esprit Le Mans. Enfin, c'est à la fois ramener l'esprit Le Mans au Japon, mais c'est aussi et surtout cultiver l'intérêt des Japonais, notamment pour Le Mans, pour ensuite les faire venir pour les 24 heures du Mans. Il y a toujours eu cette... et ça a vachement fonctionné. En fait, les premières tentatives, donc c'est 99, 2006, 2007. Après, ça a retenté en 2009-10. Ça a été intégré dans l'ILMC, puisqu'il y avait une manche, la dernière course de l'ILMC, de mémoire, c'est Zhuhai. Donc, Asie, quoi. Et après, maintenant, il y a forcément un passage, il y a forcément une tournée asiatique, en WEC, asiatique au sens large, parce que on fait Japon, on a longtemps fait Shanghai aussi. Oui, tout à fait. Bon, Bahreïn, est-ce que c'est l'Asie? Enfin, tu vois, en fait, il y a ce côté plus l'autre côté du monde, quoi. Mais ouais, ça marche bien. Et surtout, ce qui marche bien, c'est qu'on a eu dans cette période de temps, c'est-à-dire depuis 10-15 ans, et les premiers pilotes chinois qui participent au 24 heures du Mans, le premier pilote chinois qui gagne une catégorie, les Japonais qui émergent, les premières équipes japonaises, les premières équipes hongkongaises. Enfin, tu vois, il y a tout cet intérêt, ce vivier comme ça. Et maintenant, on a l'Asian Le Mans Series qui va avoir cette année, on va suivre, qui va avoir une grille record. Enfin, en fait, c'est vraiment un championnat qui maintenant est indépendant et qui est biberonné, enfin, qui est géré avec quand même une partie du cerveau qui est en Sarthe, qui est au Mans pour gérer ça à distance et pour apporter tous les codes qui font un événement endurance façon Le Mans. Mais j'ai l'impression que ça y est, la greffe a vraiment pris, quoi. C'est incroyable, mais maintenant c'est génial. Ouais. On en parlera d'ailleurs cet hiver, comme on en l'a fait l'année dernière d'ailleurs, 16 LMP2 qui sont engagés. Enfin, c'est vraiment des grilles pleines avec des pilotes qui se préparent vraiment pour les saisons européennes et pour le bientôt WEC, des hypercars. Bientôt des hypercars.
C'est vrai, ça sera un petit peu plus tard, ça sera pas Mhm. dès cette année, mais en tout cas ça arrive, donc on en est ravis effectivement, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison pour lesquelles on n'ait pas justement un plateau si fourni, donc on va suivre ça. En tout cas, moi je voulais revenir à Fuji et surtout le théâtre de Toyota et le terrain de jeu de Toyota, Ah bah ça c'est qui sûr, ils sont à la a, maison, hein. depuis 2012, ils ont laissé quoi? Deux victoires à Porsche seulement, alors que il y avait quand même de la concurrence. Audi était à présent aussi. Enfin, c'est vraiment une épreuve où Toyota quand même se doit de réussir, hein. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est un de leurs circuits de test, de mise au point. Enfin, je pense qu'ils connaissent vraiment la piste par cœur. Les voitures sont... Je sais pas si toutes les Toyota précédentes, les LMP1, les TS0, 20, 30, 40, 50, sont nées à Fuji, mais franchement, quasiment pas loin. Enfin, la GT1, je pense qu'elle est née à Fuji, et même les LMP1 récentes, hybrides, il y a eu beaucoup de tests. Il y a d'autres circuits sur lesquels ils mènent des tests, évidemment, mais vraiment, c'est le décor. Si tu dois associer une voiture à un circuit, bon, je mets Le Mans de côté, parce que Le Mans, c'est un peu Mm, la réunion pour tout le monde, bien sûr. et si tu dois associer un circuit à une voiture, je pense que les 919 notamment, la 963 un peu moins, mais la 919, je l'associe au circuit Porsche, tu sais, à Weissach, là, Ouais, l'espèce de petit tourniquet, machin. La Toy, pour moi, c'est Fuji, quoi. C'est évident. Les Audi, je sais pas, les ouais, Audi, ça roulait un peu non. pas. Sebring, j'ai l'impression que Sebring était quand même Ah, t'as raison. une sacrée base de test pour les R18, toutes générations confondues. Ouais. Tu vois, et puis Porsche, on leur met quoi? On leur met Peugeot, je veux dire, on leur met Satori, on leur met Ah non, on le, leur le- met, ouais. Ah, moi c'est quand même Le Mans, hein. C'est sûr Oui, mais qu'évidemment hors Le Peugeot et Le Mans, Mans. non, la 908, là, tu sais, c'était présenté où? Ah, Castellet. Moi je C'était à dirais Montlhéry? Peugeot Ouais, au Castellet. Castellet. Ouais, le Ouais. Castellet, ça. Je dirais quand même, bon, c'est une base évidemment importante pour toutes les équipes, mais c'est vrai que voilà, il y a des marques qui sont plus attachées à certains terrains de jeu. Nissan, Alors est-ce que Nissan, on leur met Toyota? quota. Nissan, on leur met quota, pardon, Oui, mais en 2015. Nissan, on leur met, on sait pas où on les Homestead met, ou Nissan. Mercedes, on leur met Homestead. Bon, voilà, bref. Pas mal, pas mal. On fera des épisodes peut-être là-dessus aussi sur les pistes qui ont été le Ouais. théâtre de développement de voitures. Tiens, on a des idées en direct. Nouvelle victoire de Toyota possible, tu crois ou pas à Fuji? Parce que là, quand même, c'est une saison, on se faisait la réflexion, qui est catastrophique. Une saison pas fantastique du tout. Meilleure place quatrième à Spa pour la numéro 8. On n'a pas eu beaucoup de saisons sans victoire pour Bah, Toyota. Ça remonte à quand? bah vas-y, t'as trouvé la stat tout à l'heure, hein, c'est Ah intéressant. oui, d'accord, mais je voulais te laisser la présenter. Ça Ah fait bah 10 ans. 2000, la dernière, ouais c'est ça, c'était il y a 10 ans, la dernière saison de WEC sans victoire et même c'est d'ailleurs la seule, c'est ça? Oui, C'est 2015, parce dans que le même WEC. 2012 quand ils sont arrivés, oui en WEC, parce que même quand ils sont arrivés en 2012, ils ont gagné en fin de saison, il y avait vraiment une vraie montée en puissance, 2012, grosse montée en puissance de Toyota face à Audi, 2013 de mémoire c'était un poil plus calme, et puis après 2014 ils ont gagné le championnat, mais ils auraient dû gagner Le Mans. Oui. Puis après, il y a Porsche qui arrive, où bon, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, il y a qu'une saison où Toyota n'a gagné aucune course. C'est juste C'est incroyable. incroyable. Et quelle saison? Parce que 2015, Audi en première partie de saison, Audi qui gagne Le Mans, Audi qui perd au Mans face à Porsche, et ensuite Porsche qui poutre tout et qui. Enfin, c'était la saison de domination, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, avec 16 victoires dans l'histoire hein, depuis 67 pour Toyota, Ouais, 9 quand même hein, depuis 2012. oui. Moi, je me dis que si il y a quand même eu un équilibrage des forces plutôt agréable, j'allais dire, pour Toyota, je ne sais pas si ça sera fait ou pas, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a pas eu le bulletin technique qui sera mis en place pour ce week-end. Il va sortir dans les prochaines heures, mais au moment où on enregistre, en tout cas, il n'y a pas l'information disponible. Donc je ne sais pas si les Toyota seront légères, pas légères, lourdes, pas lourdes. Mhm. On Mhm. verra. Mais bon, je pense quand même qu'il va y avoir le rebond nécessaire et il sera voulu, hein, bien sûr, ce rebond, parce qu'une saison sans victoire, ça serait quand même dommage. Et puis surtout, on est quand même à domicile. Donc là, ça serait une petite déculottée, j'allais dire, pour Toyota. Mais bon, en phase 2, on sait qu'il y a Ferrari, il y a Porsche, et eux se battent pour le titre constructeur. Donc ça va être a priori assez chargé. Et puis c'est toujours animé aussi. Fuji présente un développement, le circuit en lui-même a un développement qui est assez intéressant. Très grande ligne droite, premier freinage très appuyé, premier secteur assez technique, et ensuite il y a aussi un deuxième freinage très appuyé dans le dernier secteur qui Oui, conditionne vraiment un espèce d'escargot final. Et c'est un circuit de pilotage, et quand il y a, enfin, c'est bête de dire ça parce que tous les circuits sont de pilotage, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un circuit où les meilleurs pilotes s'en sortent mieux. Ça aussi, bon, c'est bête, mais bref. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu fais du multicatégorie,
c'est un circuit qui permet de encore plus de faire briller les gens qui font preuve d'anticipation. Puisque tu as tellement de gros freinages et tu as tellement des différentiels de vitesse en sortie de virage que les pilotes les plus intelligents sur la gestion de ça, j'en ai quelques-uns en tête, hein, évidemment, du Sébastien Bourdet, évidemment à l'époque, les Fassler, Lauterer Tréluyer, Alan McNish, tous ces gens, j'ai des références un peu datées, mais tous ces pilotes-là qui sont intelligents sur la façon de construire leur tour, leur temps au tour, ils brillent. Et les autres, ils sont un peu piégés. Tu sais quoi, ça me fait penser à Silverstone, tu vois, un petit peu, cette anticipation. Il y a des grandes courbes, il y a quand même des freinages assez appuyés aussi. C'est vraiment un parallèle que l'on peut faire, puisqu'on a un épisode de la semaine dernière, évidemment, où on a parlé du retour de Silverstone en ELMS. Ouais. Peut-être bientôt en WEC. Donc ici à Fuji, on verra ça. Mike Conway est de retour. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour Toyota. Il a été remplacé par José María Lopez, on se souvient. Donc voilà, il est remis, il est en forme. Je ne sais pas si ça sera la 8 ou la 7 qui sera la plus en vue. En tout cas, depuis le début de saison, ils ne se sont pas vraiment montrés. Toyota, ils sont 4e du classement général, tu te rends compte, avant Fuji, avec 99 points, quand Ferrari en totalise 203 et pourrait décrocher donc le titre constructeur dès la 100e course du WEC. Ouais, Conway et Kobayashi, d'ailleurs, sont en lice pour décrocher une 4e victoire. S'ils s'imposent, en tout cas, ils auraient... Ça leur ferait et Hartley aussi, Brandon Hartley. Ça leur ferait 4 victoires, donc ils rejoindraient le palmarès Buemi, quoi. Non, mais si Hartley s'impose, Buemi s'imposerait, et donc il serait le seul en tête du classement avec 5 victoires. Sébastien Buemi, mine de rien, il en a 4 pour l'instant. Et Mike Conway Kobayashi pourrait atteindre 4 comme Hiroshi Fushida et Kazuki Nakajima. Donc à voir. Et puis Sébastien Buemi, bien sûr. Donc à voir quel Toyota pourrait s'imposer, si Toyota peut s'imposer. Mais on va voir ce que ça va donner, parce qu'en face, comme je le disais, Ferrari reste quand même avec beaucoup d'avance. 65 points d'avance. Je parle du classement manufacturier, enfin constructeur, sur Porsche, qui quand même est revenu dans le match. Mais bon, il faudrait que Porsche réalise à Bahreïn la pole, le doublé au 8 heures de Bahreïn, avec 38 points pour la victoire et 27 pour la deuxième place, et que Ferrari ne marque pas avec les 50 et 51. Bon, autant dire Ferrari doit marquer un point de plus que Porsche à Fuji, quoi. Ah, c'est tout, et comme ça leur assure... Ah oui. T'imagines ? Donc, on va voir ce que ça va donner, parce qu'il y a Toyota qui veut entrer dans le match. Ça pourrait finalement, pour Ferrari, être le meilleur allié, en fait, Toyota. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, si, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je suis un peu perdu sur ce suivi de championnat, parce que non, mais c'est vrai. Ça devrait être pour Ferrari, hein, quand même. Je veux pas doucher tous les espoirs de tout le monde, mais je pense qu'au thème, en tout cas constructeur, j'imagine que ça va se faire. En termes de pilote, je pense aussi qu'il y a peu de chances pour l'équipage de la Porsche numéro 6 d'y parvenir. Par contre, ça peut être un duel entre la Ferrari jaune ou la Ferrari rouge. C'est un peu le fil rouge, le fil jaune, le fil de la saison. Non, c'est vrai, le fil jaune sur le bouton jaune ou le fil rouge sur le bouton rouge, comment ça se passe ? J'ai l'impression qu'au moment ils ont pas eu le choix, c'est le fil jaune qui s'est imposé, quoi. Hein. Il a pas laissé le choix, le fil jaune, mais au final ça reste une victoire, ça reste des victoires Ferrari, donc de toute façon c'est juste au niveau com, marketing, etc. On a eu la belle histoire de Ferrari. Voyons comment ça va se conclure. C'est vrai que ça semble quand même mieux emboutiqué pour eux, pour décrocher les titres pilote et constructeur. Et, au vu de leur début de saison, c'est normal. Ouais, et là, tu vois, le truc qu'on avait évoqué l'année dernière, tu sais, on avait dit, avant Bahreïn, on s'était dit, ça pourrait être une saison une fin de cycle, comme je l'avais dit, pour Toyota. Ça n'a pas été le cas, puisqu'ils ont quand même gagné le championnat constructeur. Ils ont perdu le titre pilote face à Porsche avec Vanthoor, Lauterer et Est. Mais moi, je dirais que Porsche a perdu le titre constructeur, tu vois, plutôt ça. Ils ont gagné le titre pilote, Porsche. Oui, et ils ont perdu le titre constructeur. Ouais, comme tu veux, mais en tout cas, Toyota est reparti avec une couronne. Ah ouais, Toyota est reparti avec une couronne quand même l'année dernière, après une saison qui était quand même où ils ont beaucoup plus tiré la langue qu'en 2023. 2023, ils ont tout gagné sauf Le Mans. 24, ils ont vachement souffert. Là, cette année, il y a une possibilité qu'ils gagnent 0 course sur la saison, parce qu'on est quand même en train de parler de ça, hein, il reste 2 épreuves et il y a possibilité qu'ils en gagnent aucune, et il y a possibilité aussi, et ça devient quand même maintenant, c'est même quasiment, si, c'est joué, ils vont être ni champion pilote, ni champion constructeur. Ah oui, je pense qu'on peut le dire, oui. Ils ont plus de chances d'être titrés constructeurs, et pilote, ça, pour franchement, le coup, ça part de trop loin. Ça, pour le coup, je pense que c'est pareil, ça doit être 2015 où c'est plus arrivé, ça fait 10 ans, et ça fait un peu, pour moi, ça sent la fin de cycle, c'est-à-dire que là,
j'essaye toujours de trouver l'angle un peu édito, tu vois. Je me dis, Bien sûr. on a eu 2023, l'arrivée des hypercars, et c'est Ferrari qui émerge comme premier vainqueur. C'est pas les premiers vainqueurs en hypercar, mais vous voyez ce que je veux dire, avec plus de concurrents, etc. La première édition des 24 heures du Mans en mode hypercar, où il n'y a pas que Glickenhaus et une vieille Alpine en opposition à Toyota. 2023, c'était ça la thématique. 24, ça a été la confirmation, mais quand même une vraie opposition. Porsche qui est champion, pilote. Porsche qui gagne quand même pas mal de courses aussi. Début de saison démoniaque. Enfin bref, il y avait une vraie bataille. L'histoire de 2025, pour moi, c'est que Ferrari, en fait, quand même conserve le contrôle. Il y a des forces d'opposition. Cadillac qui a gagné une manche. Porsche qui bouge encore un peu. Alpine qui fait des coups d'éclat. BMW qui peut exister. Et Toyota, Ah non, en fait, franchement, ils n'auraient pas cette Toyota... fidélité, fidélité et cette loyauté envers le Mans et envers l'endurance. Là, clairement, ils appuieraient sur le bouton, on arrête le programme, quoi. Enfin... Alors, oui et non, parce que tu vois, et tu me fais la transition et je suis très content, il y a peut-être un nouveau cycle qui va s'ouvrir avec des nouvelles énergies. Parce que ce week-end, c'est aussi important pour Toyota parce qu'il y a la présentation du projet hydrogène et de la collaboration justement sur l'aéro de la H24 Evo. On sait que Toyota veut vraiment engager de l'hydrogène. Bah oui, mais dès 2028, c'est quand même l'idée. Donc je me dis que ça peut être le nouveau cycle qui leur redonne un nouveau souffle peut-être. Alors je sais qu'on vise loin, mais elle est pas mauvaise cette Toyota, c'est ça qui est fou. Si on pouvait passer un coup de fil à Pierre Fillon, ça nous arrangerait, parce que là, il y a un vrai... on l'avait... Je sais même pas si on avait évoqué ce sujet-là avec lui quand on l'avait eu à Rétro, mais on le fera l'année prochaine si on peut à nouveau échanger avec lui. Mais là, il va falloir... Pour moi, l'hydrogène, c'est vraiment le sujet dans lequel on va encore retomber sur de la politique. Parce que ça reste de la politique. Quel constructeur va le mieux murmurer à l'oreille de l'organisateur, et quel constructeur va le mieux expliquer sa vision du futur et en quoi elle est... Ce que je veux dire, c'est que Porsche, il s'y croit pas à l'hydrogène. Toyota, il croit beaucoup. Porsche n'y croit pas. Okay. À un moment, il va y avoir, autour de la table, il va y avoir qui y croit, se lever la main, ceux qui sont contre, quelle voie vous voulez voir, etc. Enfin, donc on reviendrait sur de l'équivalence, quoi. Potentiellement. Ouais. Et... Entre le carburant vert, justement, qui soit issu des vignes, ou je ne sais plus exactement. Ouais, c'est ça. En fait, si depuis que le Mans existe, si on avait trouvé une seule catégorie dans laquelle tout le monde accepte d'aller se frotter, ça aurait jamais marché. Regarde, dans les années 60, je sais pas, années 60-70, qui est une période qui est mythique, où t'as des constructeurs qui poursuivent la voie du GT, et puis les autres qui disent, non, mais nous, on va faire des sports prototype, c'est des GT, mais à peine. En fait, t'as toujours la volonté de faire différent, ou de coller à ce que toi tu veux vendre, ou à l'image que tu veux défendre, etc. Là, aujourd'hui, au niveau esthétique, je trouve que les bagnoles dans lesquelles on roule tous les jours sont éclatées. Enfin, je veux dire, je suis le premier à dire ça alors que je roule en SUV. Elles me font pas trop rêver la plupart des caisses. Ah, mais elles font plus rêver, et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un outil vraiment de déplacement. Voilà. Malheureusement, je le regrette, mais c'est comme ça. Par contre, le challenge du jour, enfin du moment, c'est les énergies. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on bascule sur du full elec ? Est-ce qu'on continue en hybride ? Est-ce qu'on fait des véhicules à moteur thermique mais énergie décarbonée, comme tu le dis, comme ça roule aux 24 heures du Mans, avec des carburants propres ? Moins sale en tout cas, tu vois, et je pense que les constructeurs sont vraiment en train de se positionner là-dessus. Ils vendent tous les mêmes voitures quasiment, elles ont tous la même gueule, donc maintenant c'est vraiment la philosophie derrière et les valeurs que tu défends. Et Porsche, apparemment, ils ont pas envie d'aller là-dedans, ils ont beaucoup investi plutôt dans les carburants propres. Toyota, qui a déjà été leader sur l'hybride il y a 20 ans, maintenant ils sont en train de prendre la direction de l'hydrogène. Qui va suivre ? Qui a raison ? Je sais pas si quelqu'un a raison. Je pense qu'effectivement, il faudrait, dans un monde idéal, il faudrait une équivalence, mais on voit déjà comment c'est complexe. Si on fait après je termine, je te laisse la parole parce que j'ai l'impression que je monopolise la parole. Mais si on fait cohabiter hydrogène avec thermique décarboné, il faut par contre qu'on bascule sur une plateforme unique. Il faut plus qu'on ait LMH et LMDH. Donc c'est des LMH hydrogène, mais enfin tu vois, ça va être il faut qu'il y ait une uniformisation technique. Et après, vas-y, fais rouler ton machin à l'hydrogène ou fais-le rouler à carburant à la betterave enfin, voilà. Je pense qu'il faut ça. Complètement. Mais tu vois, et c'est dingue parce que tout coïncide finalement. On a beaucoup de discussions en ce moment sur justement la convergence entre LMDH, LMH, qui va pouvoir trouver la bonne solution. Et c'est ce qui explique, et ça me fait la transition avec Porsche,
eux peuvent encore se battre face à Ferrari pour le titre, mais c'est pas sûr que ça sauve les meubles. Alors, on est encore parti a priori pour une saison officiellement. Mais enfin, Thomas Lodenbar, il n'a pas dit non plus que ça allait s'inscrire dans la durée. Il y a certains pilotes qui sont prêts à partir de chez Porsche, qui ne sont plus trop sûrs que le programme va continuer. Alors, j'imagine qu'on aura encore des 963, c'est l'objectif aussi, engagé sous bannière privée. Mais si on a justement une convergence, enfin, il est difficile ce sujet justement, et c'est pour ça qu'on peut en parler juste avant Fuji, parce que il faut aussi les rentabiliser ces autos. Je veux dire, elles ont été développées, donc je vois pas des constructeurs arriver justement en 2027 comme McLaren ou comme qui arrive d'ailleurs en 2027. Genesis en 26, Ford en 27. Ford, bien sûr. Et ben, je les vois pas engager une voiture juste pour 27-28 et puis ensuite devoir peut-être développer autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est un sujet vraiment, vraiment difficile, épineux. Chaque constructeur a son intérêt, tu l'as dit, voilà, sur les énergies, sur les plateformes. C'est quand même pas si simple que ça de démêler le puzzle, quoi. Enfin, ou de démêler la pelote. En vrai, pour moi, le sujet, il est déjà tranché. Faut pas se mentir. C'est comment dire, la plateforme LMDH qui va l'emporter. Enfin, tu crois? Bah, moi, tu vois, je suis même pas sûr. Alors, j'ai pas d'infos, mais moi, je regarde les choses de manière un peu brute. Les nouveaux arrivants seront en LMDH. Ford, Genesis, McLaren. Porsche historiquement, Porsche qui est quand même la marque qui développe ses bagnoles, qui met beaucoup de son propre ADN. Même eux, ils ont choisi le LMDH. Ils se retrouvent un peu piégés avec ça, mais... D'ailleurs, après, ils s'en plaignent. Enfin, ils s'en plaignent, entre guillemets, en fait, quoi. Enfin, normalement, on devrait avoir Ferrari et Porsche qui devraient être du même côté de la table en disant, mais c'est quoi ces conneries? Il faut qu'on fasse des voitures maison. C'est ça l'ADN du sport auto, c'est la compétition, les uns contre les autres. Et ben non, t'as Porsche qui est de l'autre côté en disant, faut faire des économies, c'est bien d'avoir un châssis multimatique. Mais enfin, l'inversion, elle est incroyable. Par rapport à l'époque 917, les grandes épopées Porsche, je les reconnais pas, quoi. Et, je suis pas tout seul, hein. Même les pilotes, tu vois, quand t'es rendu à quitter Porsche, c'est que tu reconnais plus la marque, hein. Mais enfin, je le pense. Et du coup, je suis d'accord. Il reste parce qu'il y a des gros Ferrari, problèmes quoi. aussi. Ce qui explique cette prise de décision, c'est pas comme ça parce que Thomas Lodenbar n'aime plus la compétition et fabriquer des voitures, c'est que malheureusement le marché mondial n'est plus très favorable pour eux et donc ils ont une vraie phase difficile à passer, quoi. Donc en face, t'as qui? T'as Ferrari et t'as Peugeot qui vont T'as défendre Ferrari, le Peugeot, concept, Toyota. Ah bah attends, Toyota. Ouais. Et puis t'as quand même t'as qui? Bah non, c'est vrai, t'as que ces constructeurs-là. Mais enfin donc bon, Peugeot, on les exclut direct parce que je pense qu'autour de la table, si on faisait un conseil d'administration, tu leur donnes une voix quand t'en donnes 10 à Ferrari. Enfin, moi c'est comme ça que je ferais, hein, perso. Ah, tu crois? Alors non, que je pense que c'est pas comme ça de que l'endurance. Non, mais parce que dans l'histoire de l'endurance, Peugeot, pour moi, a quand même une part importante. Tu vois, Ferrari, ça faisait un moment qu'ils étaient plus là, quoi. Ah oui, bien sûr, mais ils avaient plutôt mis leur bille en monoplace, en Formule 1, quoi. Donc ils arrivent, c'est trop facile. Alors je sais que c'est une marque mythique, mais bon, ils arrivent autour de la table. S'il y avait Audi, oui, Audi aurait encore une voix évidemment importante, mais je pense que c'est important d'écouter Toyota et d'écouter Peugeot, tu vois. En fait, là, t'es obligé. Ah, mais non, mais d'accord. Non, mais je plaisante parce que c'est juste que j'ai du mal avec le management de Peugeot. Mais là, en fait, t'es juste en train de savoir combien de copains tu vas inviter à ton anniversaire, quoi. Et t'en as trois qui soutiennent qu'il faut développer leur propre voiture et que c'est ça l'avenir. Et puis t'as tous les autres qui sont prêts à continuer peut-être pendant 5, 10, 15 ans, si on continue sur l'autre formule, je pense. Enfin... Ah, oui. Bah, tu sais, il y a un truc qu'on avait évoqué, on s'éloigne de Fuji, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Il y a un truc qu'on avait longtemps évoqué et qui s'est jamais fait, c'était la possibilité, par exemple, que Peugeot développe sa voiture, ça aurait été plus facile en LMDH, et qu'elle adopte le nom, citez-moi une marque américaine du groupe Stellantis, quoi. En gros, on lui change la face avant, et elle roule avec cette face avant aux États-Unis. Inversement, pour, je sais pas moi, les Cadillac, elles ont tel nom, enfin, tu vois, je pense qu'il y a... Mais comme pourrait le faire Acura, c'est ça que je comprends pas pourquoi Honda vient pas non plus. Et ça, je pense que c'est le genre de réflexion qui vont peut-être arriver avec la génération 2, avec les nouvelles versions des LMDH. Mais pour moi, le truc, l'hypercar, le LMH, la formule comme là, tu l'as dit, Ferrari, Toyota et Peugeot, pour moi, c'est ce que je préfère, mais...
Bah moi je le Et- préfère, et puis dans l'émission Motorhome, là tu sais, j'en avais parlé la semaine dernière ou dans 2 semaines, il y a 2 semaines, je sais plus, c'est le format que je lance et que j'essaye de pouvoir pérenniser, et on a parlé d'endurance avec Olivier Jansoni, et lui m'a fait comprendre que la solution LMH, au début certes c'est plus d'investissement, mais par la suite on fait des économies d'échelle parce qu'on peut vraiment développer toutes ces pièces en interne, et on peut être plus réactif. Alors évidemment que sur le résultat, ça se voit pas toujours comme ça directement. Mais cette plateforme, elle m'a paru quand même assez intéressante. Si c'est le LMDH qui gagne, ça veut dire aussi finalement, en termes plus politiques, que le côté nord-atlantique va prendre peut-être le pas sur le côté sartois. Et ça, je suis pas sûr que ce soit une volonté de la CO, quoi. Ah bah non, c'est sûr, et moi je le regretterais, mais je pense que c'est la voie qu'on prend. En tout cas, les voitures ne coûtent pas extrêmement cher, je pense, dans le sens où, mis à part Porsche, personne n'a développé la compétition client, et personne n'a vraiment vocation à avoir un vrai département. Moi, je pensais que ça allait se développer de ouf, et en Moi fait, aussi. pas tant, tu vois. Donc c'est que, quand tu fais de la compétition client, c'est que tu veux faire rentrer de la thune, hein. Eh ben oui, mais alors Porsche pourquoi ils l'a le fait feraient un pas, peu. par exemple, en Asian Le Mans Series, tu Bah, vois? ils vont être obligés, je Essayer de pense, ouais. trouver. Et voilà, c'est Ouais. ça, parce que essayer de trouver des solutions pour justement dégager du cash, quoi, hein, tout simplement, Et ou en je tout cas pense que la de réflexion financer. actuelle, elle est comme ça. Je pense que apparemment, de ce qui se dit, de ce qui se murmure, c'est que les réunions avec les officiels de la CO et de la FIA sont quand même beaucoup plus nombreuses depuis Sao Paulo notamment, beaucoup plus Ouais, nombreuses en fréquence et aussi, à mon avis, longues. Et je pense que là, c'est la vision que j'ai, j'espère que c'est comme ça. Mais à mon avis, du côté de la CO, ils présentent la photographie globale et ils disent, bon les gars, il faut qu'on trouve un set de règles communes, ouais. parce que on a quand même l'Asian Le Mans Series, on a l'IMSA, on a les Le Mans Series, on a le WEC. Enfin, en fait, il y a toute une pléthore de championnats dans lesquels vous pouvez rouler en tant que constructeur. Parce que demain, rien n'interdit qu'on autorise aussi des hypercars en ELMS. Pourquoi pas? Je suis juste en train d'ouvrir C'est la vrai, porte. En fait, je c'est me vrai. dis, on autorise les hypercars en ELMS sans constructeur. C'est pas les constructeurs, c'est des équipes Oui, privées des qui les initiatives engagent. privées. On a Voilà. suffisamment d'équipes justement qui pourraient Ouais. être présentes. Tu Et vois, tu je pense à des renouvelles ta équipes comme LMP2 par United. une. Bah oui, voilà. Tu renouvelles ta LMP2 par une hypercar. C'est une sacrée gueule aussi, quand même. Enfin, tu vois. Et par contre, c'est que des équipes privées. Et vous jouez dans votre championnat privé. Et quand on arrive aux 24 heures du Mans, c'est plus hypercar et LMP2, c'est hypercar et hypercar Pro-Am, j'en sais rien. Et ça, du coup, bah, c'est. En fait, demain, on pourrait avoir que des hypercars. Et la catégorie LMP2 serait remplacée par des hypercars qui. Où tu leur baisses la puissance, comme les C1 et les C2 à l'époque, hein, où tu imposes du gentleman, et mécaniquement, ça va pas se battre pour le général. Mais tu vois, moi, c'est comme ça que je ferais en tout cas. Moi, je me dirais, Pas on a mal. les hypercars, mais continuons. Et Oreca, ils vont perdre du business, mais pas tant, parce que Oreca fournissent aussi des châssis pour des hypercars de plusieurs marques, et notamment avec Ford, avec C'est vrai. Genesis, etc. Et bah, ils vont encore en assembler, mais elles auront une gueule d'hypercar, c'est tout. Et tu leur mets une Ouais, bride un peu plus faible. Comme ça, t'es sûr que François Perraudot, si tu pensais que François Perraudot allait jouer le général, bon bah tu lui mets une bride et puis voilà. Mais moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Je prends lui non, parce que c'est le gentleman, l'exemple, tu vois. non, Mais mais bien sûr, mais PJ Hayet ouais, voilà. ou même Ou ouais, Ben Keating. exactement, Et si ça te d'autres dérange que Ben pilotes. Keating gagne le Mans, et bah tu lui mets 50 kilos de plus, une bride restreinte et puis comment dire, une énergie virtuelle plus faible. Bon bah voilà, ils vont vraiment pas gagner quoi. Mais c'est pas grave, au moins ils auront leur catégorie comme ils font actuellement. Et on aura des Bien sûr. hypercars, on retrouvera cette diversité qu'on n'a plus avec les châssis Oreca. Ouais, c'est vrai, t'en avais parlé. Moi, je les aime bien, ces châssis Oreca, persiste et signe, mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Et ça serait peut-être la solution trouvée, puisque ces hypercars, Ah elles oui. existent, donc il faudrait quand même pouvoir trouver, avant peut-être une nouvelle génération de voitures, ben, un moyen de les rentabiliser. C'est entre guillemets comme ça, voilà, Mais il c'est faut ça. aussi le voir comme ça. Faisons-les vivre, Et ça, faisons-les vivre, ouais, les ça Alpines pourrait là. être Les bien. Alpines, s'ils en assemblent, le meilleur châssis, le plus beau châssis Oreca pour moi, c'est l'Alpine ou l'Acura, tu vois. Je les aime bien, tu vois, je les aime bien les châssis Acura. Mais faisons-les vivre, ces voitures. Confions-les à une équipe. Enfin, moi, j'adorerais revoir en Le Mans Series des Alpines engagées à titre privé, tu vois. Je sais pas, Ouais. moi, Sarthe, machin, avec du Julien Canal, avec. Enfin, là, je vais loin, mais. Tu vois ce que je veux dire? On fait Non, mais on fait revenir des pilotes qui ont des combis pleines de sponsors et qui ont le niveau pour emmener ces voitures-là. Mais Tout à avec fait. moins d'intensité que le WEC. Oh, moins d'intensité ou pas, parce qu'en ELMS, l'intensité, elle Non, y est mais hein, moins de en termes de bataille. dramaturgie au sens, c'est pas la bataille des constructeurs, tu vois, ça serait.
D'accord, ouais, non mais je comprends. Et ça peut générer quand même de l'engouement. T'as raison, il y a cette Carrément. possibilité de pouvoir soit augmenter un petit peu, soit dégrader les performances. Donc Tu fais ce que tu veux. on pourrait arriver à ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ben ça, c'est une très très bonne idée, tu vois, pour présenter Fuji justement, parce que j'allais te poser la question, puisque Ferrari peut décrocher le titre pour cette 100e course du WEC. Est-ce que si Porsche réussit à rester dans la lutte jusqu'à Bahreïn et de réussir encore à se montrer, soit avec l'équipage de la 6, soit avec l'équipage plutôt franco-français, entre guillemets, de la 5, est-ce que ça pourrait les inciter à rester encore un peu plus longtemps, ou est-ce que vraiment c'est décorrélé complètement des résultats en piste? Ouais, je pense qu'il n'y a plus de lien avec le sportif. Je sais pas. Ok, ok. Non, Ils non, c'était une question que ont. je me posais. Toi, t'en penses quoi? Ils ont gagné à Non, à Indianapolis, c'est qui gagne? Je vais même pas regarder. Non, Cadillac. Ah Cadillac. oui, c'est Cadillac, pardon. Doublé Cadillac. Je sais pas si ça peut sauver quelque chose. En Je tout pense cas que c'est déjà Cadillac, tu tranché. vois, tu Hein. me Je fais. pense que c'est déjà tranché. Ouais. On ne le sait pas, mais je pense que c'est déjà tranché. C'est bien possible, même si Lodenbach pardon, dit que la décision n'est pas encore prise. Elle pourrait être prise bientôt et je pense moi aussi que dans les coulisses, elle est déjà prise. J'ai pas d'infos à ce sujet-là. N'étant pas malheureusement sur les épreuves de WEC, je peux pas avoir des infos en insight, mais Il va falloir peut-être surveiller à l'avenir. il va falloir surveiller le mercato. Si on voit des pilotes Porsche qui signent ailleurs ou qui sont libérés ou ça sera peut-être un signe avant-coureur parce que eux, ils doivent quand même sentir quoi. Même si j'ai Oui, l'impression oui. que Porsche ces dernières années signait et renouvelait ses pilotes assez tard. On en avait déjà parlé. D'un autre côté, alors oui, il y a ça. D'un autre côté, les pilotes, quand tu es pour Porsche, tu peux aussi quand même aller rouler en GT. Alors peut-être que certains sont plus intéressés par les protos, Mhm. mais si tu es pilote Porsche, non, un Kevin Estre, ça ne le dérange pas de passer de la 963 à une Porsche GT en blanc-pain, enfin pas en blanc-pain, en Mais Fanatec World AVS Team Challenge là. ouais, by Voilà. Fanatec. Mhm. Mais en fait, Kevin Estre, bah tu vois, typiquement, je pense que c'est le pilote qui a le moins intérêt à quitter la famille Porsche parce que lui, au pire, demain, le programme 963 s'arrête, il a un volant dans toutes les autres courses d'endurance majeures, C'est quoi. ça. Donc, Parce que ça va pas s'arrêter comme ça. Enfin, je veux dire, on n'aura pas non. à la différence d'Audi, j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que cela dit, on en parle, mais Audi a bien arrêté quasiment tout Ah oui, oui. et quasiment du jour au lendemain Tu surtout. sais, tu sais ce qui remonte Audi? Non mais alors ça, c'est incroyable. Bah ça, j'ai Ah, quelques infos un peu quand même. Audi, ouais, ils ont monté un département héritage. ouais, Et non mais vraiment, c'est-à-dire que ils ont la seule activité, on va dire, sport auto chez Audi. Maintenant, c'est Audi Héritage. Et donc c'est eux qui ont, par exemple, ont ramené des voitures à Goodwood. Quand je dis qu'ils ramènent des voitures, c'est qu'ils ramènent les Audi R18 qui ont gagné Le Mans, des choses comme ça, des Audi R8 LMS version 24 heures de Spa ou Nürburgring. Et de ce que j'ai compris, ils vont être impliqués maintenant. Je fais un lien vers ma propre paroisse. Ils vont être impliqués dans les championnats historiques. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, ah Peter oui, Otto lance une série. Oui, Peter Otto lance une série qui s'appelle Legends of Le Mans, dans laquelle il y ouais. aura des prototypes et des GT des années 2010. Bah, Oh, c'est pas c'est encore génial. officiel, mais il devrait y avoir une voire deux Audi R18. J'ai bien dit Audi Attends, mais R18. Et R18? ouais, Ah R15, oui, R15 et ou R18. Et waouh. Audi est pas loin du truc. Il y Ah, aura, pas il y aura, mal. il y aura un intérêt Audi, quoi. Parce que attends, moi j'ai revu les R8 là, il y avait Stéphane Ortelli hein, qui était Ouais, au ouais, Castellet. ouais, Enfin, ouais, c'est génial. Emmanuel Collard qui prend bien le sûr. volant d'une Audi. Enfin, ah, j'adore. C'est Les Audi magnifique. R8, déjà, c'est très impressionnant. Dis-toi que l'année prochaine, on va avoir Audi R18 face à Peugeot 908 en historique, quoi. Oh, j'ai du mal à me dire que c'est historique, mais c'est vrai, Ouais. ça fait 15 ans. Ah bah oui. Non, mais ouais, il Ça y a des passe. trésors qui vont sortir, et ces trésors-là, il y en a qui sont dans des mains privées, mais finalement, il y en a peu, parce qu'il y a eu peu, déjà, il y a eu peu de voitures, et on est sur des budgets quand Ouais, même assez sympas. Il y en a quelques-unes dans des mains privées quand même, mais il y en a aussi qui sont en mode Audi, et eux, bah, ils ont envie de les faire rouler, quoi. Parce que, en fait, ils se rendent compte peut-être, je pense, trop tard que quand tu fais plus du tout de sport auto, alors, ils vont débarquer en F1, d'accord, mais leur héritage et leur clientèle surtout, elle est là. Enfin, les clients potentiels Audi, dont vous faites peut-être partie à nous écouter, bah, ils suivent les courses d'endurance, ils suivent peut-être bien parfois sûr. les courses anciennes, historiques, et bah tu vois pas d'Audi quoi. C'est vrai. Là on va en voir. Ah, ça. C'est intéressant. On va rester en embuscade là aussi. De toute façon, dans l'Endurance Club, on parle du moderne et de l'historique. Donc nous, on est bien, hein. De toute façon, on parle d'Audi quoi qu'il arrive. Ah ouais, non mais clairement, bah Audi, oui, non, mais ça fait un lien en plus avec Fuji, ils ont gagné là-bas, etc. Mais tu vois, C'est vrai, c'est marrant, c'est il y a vrai. une implication.
Enfin, les constructeurs qui lâchent, qui coupent totalement, c'est souvent une erreur, quoi. De couper totalement un engagement, une branche, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Audi a pas gagné à Fuji. Enfin, ils auraient dû normalement gagner une édition en 2013, mais ils l'ont raté. D'ailleurs, Benoît Tréluyer me l'explique très bien dans le podcast Trajectoire. Tu vois, je refais moi aussi un petit lien avec ma paroisse. Il était énervé comme tout, parce que ça s'est joué à un détail, hein. Franchement, ils avaient fait la pole, normalement, une épreuve qui a lieu sous drapeau jaune, si tu veux, tu dois pas perdre la course, quoi. Mais bon, bref, en tout cas, c'est de l'histoire ancienne. On passe rapidement sur les autres constructeurs en hypercar avant de s'intéresser au LMGT3 à Fuji. Cadillac, 4 points d'écart face à Porsche. Donc, je parlais de Porsche qui luttait face à Ferrari pour le titre constructeur. Je pense plutôt que c'est pour la deuxième place, hein, que on va avoir un vrai duel, si on veut être tout à fait honnête. Est-ce que Cadillac peut dépasser Porsche? Tu crois ça à cette nouvelle vague et à ce nouveau souffle qu'a insufflé Jota, justement, en s'occupant des Cadillacs? Ouais, ils sont dans une bonne dynamique, en vrai. Hein. Depuis début de saison, le Qatar, c'était un peu un pétard mouillé, on s'en souvient, avec l'accident qui impliquait les deux voitures. Mais Le Mans, ils ont quand même verrouillé la première ligne. Ils gagnent à Sao Paulo, ils font de belles choses. Là, il y a eu un doublé Cadillac. Alors certes, c'est pas les Jota, mais doublé Cadillac et Indianapolis. Il y a une bonne dynamique, je trouve, Ah ouais. autour de ces voitures-là. Ouais, pourquoi pas. Bah, enfin, Porsche, il y a quand même une force, il y a quand même un truc qui marche toujours, mais je sais pas. Je sais pas si ça va m'intéresser cette bataille derrière Ferrari. Mince. Non, mais en tout Oui. cas, ça peut être intéressant, ouais. Effectivement, Cadillac a un truc à Ah, faire. moi je pense. Cadillac Porsche, c'est sympa. Est-ce que BMW aussi à Fuji peut tirer son épingle du jeu? On sait qu'il y a eu des Evo, enfin un Evo Joker qui a été utilisé. WRT a toujours été performant à Fuji, hein, d'ailleurs, parce qu'en 2022 ça a été la victoire en P2, donc justement pour ces 6 heures. Premier et troisième en 2023 toujours en P2, et puis deuxième l'année dernière, hein, en hypercar avec BMW. Donc ça peut peut-être être un client pour s'illustrer, comme Alpine d'ailleurs, non? Ouais, je le sens bien, mais j'aime bien aussi ces fins de saison. Effectivement, ça, les marques que tu as un peu moins vues, peut-être peuvent aller chercher un truc. J'attends, mais on était déjà dans cette situation-là l'année dernière, non? On attend d'Alpine et de BM. Il y a eu le podium. BM, on y a cru au sursaut, notamment parce qu'il y avait Indianapolis. C'était justement il y a un an. Indianapolis, il y avait le doublé sous la pluie. C'est vrai. On a envie d'y croire, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce plafond de verre, tu vois, qui les empêche de gagner, quoi. J'adorerais avoir une victoire Alpine ou une victoire BM samedi, hein. Ça serait top. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible, mais je vois quand même bien Toyota. S'il faut se mouiller, enfin en espérant qu'il pleuve pas, mais s'il faut se mouiller, nous, dans l'Endurance Club, ça serait pas mal que Toyota sauve un peu sa saison. Même si, je suis d'accord avec toi, hein, victoire BMW, Alpine, Peugeot même, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, tiens, d'ailleurs ça me fait penser qu'on voulait parler des transferts, tu vois, j'en parle maintenant. Alpine, il va y avoir du changement, hein, parce que on annonce donc depuis quand même de nombreuses semaines ou de nombreux jours, et on en a parlé à demi-mot ici. J'avais pas cité le nom, j'avais dit qu'il allait être portugais, le pilote qui allait rouler chez Alpine. Bon, tout le monde a compris que c'était Antonio Félix da Costa, enfin en tout cas j'espère, parce que c'est lui, hein, qui devrait rejoindre Alpine, et on parlerait d'un pilote français, mais pas de Paul Louchatin, qui lui irait plutôt en Corée du Sud, à rejoindre Genesis, Mathis Jobert, Dani Juncadella, issus du programme Trajectory, avec donc les aînés Pipo Derani et André Lotterer. Non, je parle d'un pilote français qui est actuellement en F2 et qui vit une saison cauchemardesque. Pourquoi pas un retour de Victor Martin? J'ai été assez surpris chez Alpine. Alors finalement, ça a été l'année dernière annoncé entre les lignes. Il a préféré rester en Formule 2. On pourrait le retrouver avec Antonio Félix da Costa. C'est assez intéressant aussi de se dire que ces constructeurs-là, en fin de saison, doivent se montrer. Il n'y a pas que les pilotes pour attirer justement des participants. Alpine en endurance, la voie de sortie pour les pilotes, les champions F2. Enfin, les pilotes non, F2, parce que. Il y a Mick Schumacher. F2. Oui, non, Mick Schumacher aussi qui est passé par. Ouais. Ah oui, t'as raison. Oui, Théo Porcher qui pourrait quitter Alpine. Ça, c'est quand même. Ouais, mais je pense que Alpine, ils ont. Enfin, il y a un vrai lien, je pense, avec les championnats monoplace et le fait. Enfin, on est très bien conscient. Il faudrait. Moi, je trouve qu'il faudrait justement créer cette filière-là, parce qu'on a beaucoup de pilotes Alpine, justement. On en avait en tout cas soutenu en filière monoplace. Si on voit que ça fonctionne pas, allez, on s'intéresse peut-être à d'autres championnats. C'est pas que c'est une voie de garage, c'est que l'endurance, voilà, c'est tout aussi intéressant que les championnats monoplace. On devrait créer une filière, on l'appellerait la filière Elf. Ça serait pas mal, non? T'en penses quoi? Ah ouais.
Ok, ça serait bien ça, ouais, franchement. Ouais, je vous suis les gars là-dessus, c'est une très bonne idée. Et en France, on créerait, je sais pas, un autosport, une académie, quoi, enfin un truc comme ça. Ouais, Académie, ça claque bien comme nom. Sport Academy, on mettrait ça au Mans. Ça Bon, formerait des pilotes. mais oui, bah moi, Victor Martins, alors je connais pas personnellement, mais je le connais de loin, j'observe en tout cas, évidemment, F2, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'il vit des jours assez complexes en F2. Ah, c'est dur. Et, Ouais. et oui, bah moi j'adorerais le voir aller. Enfin, de ce que j'en ai vu, on a l'air d'être sur un gars qui maîtrise plutôt bien ce qu'il fait, qui a l'air d'être Ouais. rapide. J'adorerais le voir en endurance, clairement. Comme je suis très content que Théo Pourchère soit confirmé chez Peugeot aussi. Oui, moi aussi. Mais la seule chose, c'est que Victor, je comprends pas le timing. Alors peut-être qu'il n'avait pas d'opportunité non plus hein, l'année dernière et que bah, justement les effectifs Alpine avaient été complets puisqu'il y avait l'arrivée de Fred Mako, Oui. qui a d'ailleurs fait beaucoup de bien à l'équipe. Donc voilà, c'est peut-être le moment, mais il est quand même dans la filière Williams. J'avoue que quand on m'a présenté cette info ou cette rumeur, j'ai eu du mal à y croire. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être quand même un moyen de retrouver un nouveau souffle. Et on retrouvera les deux anciens pilotes de chez ART d'ailleurs, hein, de chez Art Grand Prix en endurance. Donc bon, pourquoi pas. Paul Louchatin qui lui passerait des bleus au orange, ça peut être explicable, on le disait, hein, avec son lien entre lui et l'export, même si je l'ai dit la semaine dernière, hein, mais Genesis, c'est vraiment un programme qui sera géré par les équipes de Genesis Ouais, et qui aura le soutien de IDEC finalement. Bon, déjà, ça a été de la construction du bâtiment, parce qu'ils vont quand même être voisins, mais c'est aussi de prendre les pilotes du programme Trajectory pour aller justement en LMP2 avec IDEC, tu vois, et de les préparer. ouais. Non, mais c'est assez intéressant, le mercato. Ouais, Il y c'est pas a- mal. On a Niklas Nielsen aussi, tiens, qui a prolongé chez Ferrari. Bon, c'est qu'une Ouais. demi-surprise. On a eu, je crois que Giovinazzi aussi qui va rester. Je pense que Pierre Guidi, de toute façon, il y a pas de sujet. Donc, à voir ce que ça va donner pour le reste. Je pense pas que Miguel Molina s'en aille non plus. Donc, on verra ce que ça peut donner. Pour Van Dorn, en revanche, on l'annonçait de façon quasi certaine Ouais. chez Genesis. C'est pas encore fini. Mais, a priori, Non, chez McLaren. je sais Non. pas. Je sais pas si c'est Cyril Abitboul ou si c'est d'autres personnes du management de chez Genesis, il ne verrait pas d'un très bon goût que les pilotes passent en Formule E et en WEC, qu'ils aient un programme commun. Au Ah. contraire du groupe Stellantis, hein, avec Jean-Éric Verne, qui lui, au contraire, reste actif à la fois en monoplace avec Citroën et avec Peugeot en endurance. Mais pour Van Dorn, c'est peut-être le point qui pourrait bloquer, Et du a coup, priori. qu'il n'y aille pas. Bah, ça bloque, quoi. Donc, on va peut-être trouver une solution, mais c'est dingue. Alors, je pense qu'il sera quand même out de chez Peugeot. De toute façon, il est remplacé par Théo Pourchère. Mm. Euh, mais je sais pas où il pourrait rebondir, du coup. Bon, après, c'est un très bon, donc il pourrait aller comme je l'ai annoncé et comme je le voyais aller chez Jota. Pourquoi pas? Ça, Tu vois? non, mais c'est marrant qu'on ait ces petits échanges sur le mercato. Il y a une époque où il n'y avait aucun mercato, quoi. C'est marrant. Bah ouais. Mais je Bon, trouve ça bien, ça prouve quand même que le monde de l'endurance fonctionne et que le championnat du monde est vraiment un peu comme la Formule 1. Voilà, un vrai lieu où les pilotes peuvent passer d'un constructeur à l'autre, etc. C'est vrai qu'à une époque, on savait que le pilote c'était un pilote d'endurance. Bon, bah, il était chez Toyota, il reste oui, chez voilà. Toyota. À moins, non, si, un André Lauterer, quand même, quand il est passé chez Porsche, ça a quand même été Oui, un mais événement, non? c'était plus par opportunisme parce que le programme Audi s'arrêtait. Il y avait pas C'est de vrai, volonté de sa part de changer de crèmerie. Parce que là, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça nous indique quand même des dynamiques. Un peu. tout à fait. Les pilotes qui passent de l'un à l'autre ou qui s'en vont de la discipline, ou etc., ça dévoile des dynamiques que nous, on connaît pas forcément. Le meilleur exemple, c'est Fred Mako qui est passé du C'est volant vrai. d'une Porsche à Alpine. Alors, moi, je sais pas s'il a été gentiment remercié, si c'est lui qui voulait partir, si tu vois. Mais en tout cas, on a quand même vu un truc où, chez Alpine, alors peut-être qu'il serait plus haut dans le classement s'il était resté chez Porsche, ouais, d'accord. Mais Je suis pas sûr. son move a quand même été très intéressant. Et on a vu de très belles choses chez Alpine cette année, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, non, franchement, c'est top. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette dynamique-là et je suis content. Et il faudrait qu'on arrive à avoir finalement un peu comme en Formule 1, mais un gâteau qu'on puisse se partager, qui puisse justement indiquer à des constructeurs comme Porsche, et on n'aurait pas cette discussion-là justement, que rester c'est important parce que on fait partie justement de ce championnat et que ben chacun avec les droits télé, etc. Ça va se construire. Je pense qu'on a cette envie-là d'aller dans le sens de la F1. Donc, et là, ça pourrait sécuriser
justement des constructeurs sur le long terme. Donc j'imagine que c'est l'objectif en tout cas. C'est le fonctionnement par franchise, parce que c'est ça que tu es en train d'expliquer, hein, clairement. Un peu, c'est ça. Ouais, c'est comme on peut Comme en l'avoir NASCAR, comme on peut l'avoir en dans plein de NASCAR, championnats. exactement, en NBA, etc., etc. C'est-à-dire que Alors, d'un autre côté, c'est bien, mais tu vois, ça a longtemps été compliqué pour Cadillac pour intégrer la Formule 1, soit par Andretti, soit pas, parce que après, une fois que tu as une ligue un peu fermée, entre guillemets, difficile d'intégrer d'autres personnes pour prendre leur part du gâteau, parce que les parts seraient plus petites. Mais là, quand on construit, évidemment, l'idée c'est d'aller faire venir tout le monde. Je vois bien un Honda venir aussi, tu vois. c'est Pourquoi ça pas? qui est... Ouais, voilà, c'est ça qui est toujours compliqué. C'est qu'une fois que tu fais un truc fermé, comme tu dis, s'il y a de nouveaux entrants, puis même tu peux avoir des années un peu de disette. Hein, En Formule 1, il y a eu des années où il y avait quand même des écuries de Ouais, fond de grille qui faisaient pas rêver. L'attractivité était moins bonne. Avoir une licence d'une équipe de Formule 1 était moins attractif. c'est vrai. Ça te garantit pas un plateau de qualité. Hein. Non, Ça te non, garantit le nombre. c'est Un peu plus. compliqué. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, pour cette présentation, on va dire, plus globale avec les transferts, etc. Bon, Aston Martin, je voulais quand même juste en parler avant de faire la transition en LMGT3 rapidement. Ils ont eu le rythme sous la pluie, donc première saison, moi je trouve, qui est encourageante hein, pour les Valkyries. Malheureusement, il n'y a pas eu ce résultat qui est venu pas oblitérer, mais valider C'est vrai. la bonne prestation. Ouais, c'est ça. Saison anonyme en termes de notoriété, enfin de caméra, quand on les voit pas parce qu'ils sont pas aux avant-postes, mais ils sont là, ils font le taf, belle fiabilité quand même, donc j'ai toujours pas compris ce qu'ils venaient chercher, mais en tout cas, pour l'instant, c'est Ah, sympa de les voir, quoi. ouais, ouais, bah c'est clair. Bah, ils sont aussi là, j'allais dire, peut-être pas à la demande des organisateurs, mais le fait d'être en GT et en proto, bah, c'est bien, parce qu'on peut retrouver des Aston en GT, et puis donc en proto, en NMGT3, on les retrouve aussi avec l'équipe Racing Spirit of Le Mans, sur lesquels j'ai de bons espoirs à Fuji, et l'équipe Earth of Racing Team, justement, voilà, qui engage à la fois les Aston officiellement Mhm. en hypercar, et puis en LMGT3. Non, mais c'est important. Il faut vendre des voitures aussi. Hein. C'est important, je pense. Ce programme Aston Bah Martin oui. était il y a quand même pas si longtemps que ça encore totalement aux abois. Enfin, en termes de vente, en termes de performance commerciale, c'était quand même éclaté. Donc là, ça fait partie des éléments du retour, la présence en Formule 1. Non, moi je trouve ça très bien. Après, je dis juste qu'est-ce qu'ils viennent chercher sportivement. Je me demande parce qu'on sait que ça peut pas gagner au général, quoi. Ou C'est vrai, vraiment c'est vrai. avec des conditions vraiment très particulières, quoi. Ah, et comme Austin, c'est vrai, où il a plu. Bon, Mm. pour l'instant, on est dans l'expectative. En tout cas, en LMGT3, Aston ne peut pas gagner le titre, d'après mes calculs en tout cas. Ouais, ça va être compliqué. C'est par contre Porsche, encore, avec la 92 du Monte First Form, qui pourrait, pour la 100e course, eh bien, décrocher le titre. Ils ont une première balle de match en tout cas. Mm. L'année dernière, ils avaient, je crois, été titrés à Fuji aussi, d'ailleurs. Et cette fois-ci avec des nouveaux pilotes, avec des pilotes, un trio de pilotes différents, je veux dire, parce que tu as toujours Richard Litz un Ouais. peu dans le jeu. Euh, et ben en C'est fait, comme ils ont. Corhauser avec la Marcos. Richard Litt, il est C'est toujours ça, vendu avec une Porsche, quoi. toujours là, il est, il est prêt. Il n'a pas fait toutes les courses du WEC, mais enfin, il n'en était pas loin. Et il faudrait qu'il compte 39 points d'avance au championnat pour être sacré à Fuji. Ça veut dire qu'il faut quand même, ça part de loin, marquer 20 points de plus que la Ferrari numéro 21 avec Alessio Rovera, François Heriot et Simon Mann. Donc c'est pas fait. Mais d'autant plus que Ferrari, si tu te souviens bien, l'année dernière avait bien performé à Fuji. Mhm. Mais c'est possible. On a un monde où les deux titres sont joués, à la fois pilote en hypercar et pilote en LMGT3. Ils ont surtout une opportunité de se présenter à Bahreïn avec une avance qui leur permettrait de finir, Oui, même en si fait, la c'est plus Ferrari ça. gagne 2, 3, 4, 5 ou 6. Enfin, tu vois, c'est plus ça, je pense, qu'ils sont en train de jouer, de se dire. S'ils vont pas chercher la victoire à tout prix, je pense qu'ils vont essayer de marquer des points qui comptent double, quoi. De C'est ça, exactement. toute façon, c'est ça, hein, c'est les seuls TF Sport. TF Sport, techniquement, c'est compliqué d'aller chercher la victoire. Ça peut encore avec la 33, Oui, alors, mais bon. le truc, c'est que mathématiquement, c'est possible parce Oui, voilà. qu'on dit qu'à Bahreïn, comme c'est une course de 8 heures, on marque plus de points. Enfin, Exactement. ça voudrait impliquer que les autres abandonnent, alors que depuis le début de saison, ça n'est pas trop arrivé, quoi. Bah non, il y a plutôt une régularité quand même, que ce soit ou la Porsche, surtout qui a marqué de gros points au Mans, ou surtout la Ferrari.
Oui, et ben alors même si j'allais justement rebondir, Ferrari, l'équipe Vista F Corse va bien, mais c'est pas toujours la même voiture qui est aux avant-postes. C'est vrai, La voiture 21, elle reste sur deux résultats c'est vrai, blancs quand même, c'est vrai. à Sao Paulo et Cota, donc c'est pas impossible qu'il y ait encore un résultat blanc. Je ne le souhaite pas évidemment pour François Heriot, Rovera et Mann, mais voilà, il y a quand même des possibilités. On a quand même 18 voitures, donc sachant qu'il y en a que 10 qui marquent, c'est ce qui est beau aussi dans le LMGT 3, je trouve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, de cette année, quoi. Parce que c'est vrai qu'habituellement, en LMGT3, il y avait moins d'engagés, donc du coup, enfin, c'était en LMGTE plutôt, il y avait moins d'engagés, donc du coup, bah, tu pouvais moins faire la différence et marquer vraiment quasiment un 25-0 par week-end, quoi. Ouais. Bah écoute, on va. Donc on va voir. Ouais, voilà, Oui, je vais plus avoir les yeux sur les hypercars. Fuji, Ah c'est. oui? Ah, Ouais, Fuji, j'aime bien la vitesse de passage des hypercars. Enfin, je trouve que c'est un circuit. Le GT, j'ai toujours trouvé que ça fait partie des circuits sur lesquels je trouve que justement, le ah c'est moins impressionnant? multicatégorie, t'as l'impression qu'elles sont en souffrance les GT là-bas, quoi. Tu vois. C'est purement Ah, c'est perso, hein, c'est ma vision. ouais, ouais, non, je comprends. Mais Le Mans, tu Bah, vois, on va c'est pas le voir en tout cas. cas. Mais Fuji, ouais, j'ai un peu l'impression que ouah, c'est dur, quoi. Ouais, un petit peu, peut-être. On va voir ce que ça va donner en tout cas, parce que bah, par exemple, quand on va parler de Lexus, bah, c'est Toyota, hein, donc Mhm. à domicile, ça serait peut-être pas mal. On sait que ça a bien marché au Brésil avec des conditions chaudes, avec le pneu notamment Goodyear un petit peu plus dur. Mhm. Ford, c'est en train de monter en puissance. Oui. Franchement, hein, on a vu à Indianapolis, ça s'est bien passé. Bon, il y a que Mercedes, là, je sais pas trop où ils vont. Parce que j'ai pas sorti le podcast avec Maxime Martin encore, j'ai été tellement pris. C'est pour ça. Non, non, là, il va falloir que je le fasse. C'est vrai. Si on veut avoir une chance de les voir s'imposer à Bahreïn, peut-être. Pour débloquer son compteur, ouais. Il le faudra, il le faudra. Et puis on verra si Corvette, t'en parlais tout à l'heure, ou McLaren peuvent faire un peu la différence. Donc ça va être intéressant. Moi j'ai hâte de pouvoir commenter cette épreuve. Donc ça sera sur Eurosport, mais évidemment, cette épreuve de Fuji, elle est diffusée sur plusieurs plateformes. Mais j'ai hâte de pouvoir passer une nuit blanche. C'est fou à dire, hein. Parce que c'est quoi les horaires? Je crois que je commence à 3 heures du matin, me Oui. semble-t-il. Ouais, 3 heures jusqu'à bah, normalement 10 heures. Donc à mon avis, le départ doit être aux alentours de 3h30, Mhm. si je dis pas de bêtises. Ouais, Et je vais te laisser faire. ouais, hein, bon d'accord. Tu regarderas en replay peut-être. Ah, oui, oui, c'est ça, je Bon, regarde en replay. cela dit, certes, je vais peut-être faire le premier relais. J'espère quand même faire un relais vers 7-8 heures du matin, parce que un dimanche à 7 heures du matin, ça va. C'est tôt, mais bon, pour regarder Fuji, ça Non, le ça fait va, quand même. ça se fait. Ouais, carrément, ça se fait. Tu vois, une arrivée, je pense, vers 9h30, 10 heures, quelque chose comme ça pour le Wake à Fuji. Donc, à voir. Espérons qu'il n'y ait pas de neutralisation, de choses comme ça, et que la météo soit plutôt clémente avec les pilotes. C'est toujours mieux, évidemment, parce que sinon, Ouais. on n'est pas forcément dans le truc. Bah voilà, j'ai même commencé. C'est quoi ton actu, tu vois, Alors, sans le savoir. c'est quoi ton actu? Bah, tu commentes. Ouais, déjà c'est Fuji. bien, je C'est commence. très bien. Non, cette semaine, écoute, j'ai aussi l'enregistrement sur la chaîne L'équipe du résumé des 24 heures camion. Parce que Ok. ce week-end, j'étais justement au Mans. C'était encore des tribunes pleines, 80 000 personnes. Enfin, c'est incroyable. Si vous ne connaissez pas l'univers du camion, je vous le dis franchement. Alors, c'est pas de l'endurance à proprement parler, parce que quand on parle de 24 heures camion, c'est que c'est la marque 24 heures. Ça se passe au Mans. C'est organisé, co-organisé par les équipes de l'ACO. Mais il y a Ça ne quand même roule pas cette 24 heures. dimension-là où on va rouler jusqu'à tard dans la nuit. Il y Ouais. a une course de nuit. Voilà, c'est pas des courses de régularité, même si je pense que ça pourrait être envisageable, pourquoi pas. Mais voilà, donc j'enregistre dans la semaine le résumé et ça sera diffusé juste après Fuji sur la chaîne L'équipe. Donc ça sera, je crois, aux alentours de 15 heures, quelque chose comme ça dans l'après-midi. Donc voilà, je vous invite à, si vous ne connaissez pas en tout cas, à découvrir voilà, ce beau championnat. Donc ce sera un petit peu mes actus du week-end, un week-end un petit peu plus calme, j'allais dire. Et puis voilà, je reste quand même actif, évidemment. Bah, Et c'est puis bien. avec ce podcast aussi, Eh bah, pour écoute, préparer. oh, bah, après, je pense que t'as bien donné le week-end dernier au camion, donc c'est bien de te reposer aussi un petit Ouais, peu. on est d'accord, on va essayer de se reposer un petit peu. Et toi, alors du coup, est-ce que tu es toujours un petit peu sur tes projets, justement, sur les statistiques, etc. Je sais que tu préparais une super Bible. Moi, je veux savoir pour 2026 si on l'aura, cette super Bible. La super Bible. En fait, oui. En plus, je voulais t'en parler, je t'en ai même pas parlé avant. Mais Ah, non, ah bah voilà. je suis sur un coup. Je suis vraiment le Jean-Claude Duss de l'endurance. Je suis sur un coup. Non, là, je prépare vraiment un truc et c'est sérieux. Mais Bon, sur un malentendu, ça peut marcher, tu ouais. le sais, hein. Non, mais j'ai pas la visibilité exacte. Mais oui, oui, je suis en train de préparer un truc qui vraiment ferait sens en plus avec nos épisodes, avec le fait que toutes les semaines on échange et vous êtes nombreux à nous suivre et fans d'endurance. Donc
Je suis en train de bosser sur un truc qui pourrait sortir à la fin de l'année et qui serait hyper cohérent pour les fans d'endurance. Je peux pas en dire Génial. plus. Eh ben, T'as vu, je suis assez... non, mais j'ai déjà hâte, tu vois, c'est parfait. Et puis je sais que tu vas te préparer aussi pour ton petit week-end. Alors c'est pas des vacances, mais au Portugal. C'est ça, avec Estoril Classique, ça c'est dans 2 semaines. Et ouais, ça se rapproche avec un plus plateau avec un peu de Formule 1, en plus des voitures habituelles de chez Peter Auto. Ah oui, c'est vrai. Il y a un plateau 75 ans de la Formule 1, donc ça faut que je bosse un peu ça. J'ai pas encore tous les détails, je t'avoue. Ça commence à se rapprocher, j'ai pas tous les détails, donc je suis pas encore rentré totalement dans le match, mais ça arrive, ça arrive. Et ça sera à suivre sur YouTube en direct, bien sûr. Le samedi et le dimanche. Évidemment. 4 et 5 octobre. D'ailleurs, j'ai le chiffre, hein, si ça t'intéresse, de Formule 1, parce que 75 ans d'histoire, 1142 Grands Prix à date, voilà. après Bakou. Donc on approche quand même des 1200. On est pas mal. Ouais, je m'étais emporté avec les 4. C'est un petit peu plus que le WEC, que les 100 courses du WEC. Mais après, si tu combines toutes les courses qu'il y a pu y avoir parce que là, on a évoqué, tu sais, c'est compliqué, Fuji... On évoque que le WEC. Bah oui. Oui et non, parce que là, tout à l'heure, les stats qu'on a sortis, notamment avec les différents vainqueurs, quand tu disais 16 victoires pour Toyota à Fuji, ça, c'est les courses qui sont dans le cadre du WEC, évidemment, récemment. Et aussi avant, c'était les épreuves qui étaient plus en Japan. Ouais, en Japan Endurance Championship, machin, etc. Mais il y a eu des manches de WEC organisées à Fuji dans les années 80 en groupe C. On les a pas évoqués, mais où c'était pas des Japonais qui gagnaient, ou avec un petit peu quand même, avec des victoires de Masanori Sekiya qui s'est imposé ensuite au Mans, avec Alan Jones et Geoff Lees. Ouais. Incroyable. Ouais, non, mais il y a eu quelques... Roland Ratzenberger s'est imposé avec Toyota, paix à son âme, 1990. Moi, je suis trop content de voir ça aussi. Roland, c'était un pilote exceptionnel et je pense que les gens ne l'ont pas compris quand il est arrivé en Formule 1 dans une équipe complètement garée comme Simtech. Mais c'était un client, Roland Ratzenberger. Hein. Il s'est imposé en quelle année, tu dis ? 90 avec Naoki Nagasaka. Ok. Je l'avais pas dans mon bingo. C'est vrai, avec ta super bible, va falloir ajouter il manque des lignes. Non, mais ouais, en tout cas, il y a eu des courses. Enfin voilà, il y a eu plein de formats. Mais je sais plus dans quoi je voulais partir. Je sais plus. Non, bah tu m'as troublé. Non, parce que tu disais, et on va essayer de les compter. On va faire une super bible, une super moite-moite. Ouais, c'est ça. Bah oui, on y arrive peut-être finalement aux quasi 1000 courses, je dirais, depuis les années je sais même pas. Quand est-ce que les courses on compte à partir de quoi, 1906 ou 1923? Ah ouais, le Grand Prix de France, le Grand Prix de... Ouais, c'est ça. Non, mais il y a eu plein d'épreuves aussi, évidemment, mythiques d'endurance. Mais bon, il y a toujours manqué cette colonne, cette architecture, cette durée, on va dire, de structure. Et là, bah voilà, 100 courses, donc ça y est. Là, on le tient, quoi. Voilà, on le tient et je pense que voilà, c'est sur de bonnes bases. On part avec une première édition en 2012 et on va ensuite construire le reste. D'ailleurs, ça nous fait le lien avec la top question. Alors vas-y, donc jingle. Attends, jingle. Top question, mesdames et messieurs. Alors du coup, j'adore. Vas-y, j'adore. On revient sur les top questions parce qu'il y en avait 2 de la semaine dernière. T'as raison, c'est vrai qu'on en avait 2. Alors on parle de Fuji justement pour la course de ce week-end qui sera l'avant-dernière manche du WEC, vous le savez. Eh bien Fuji a été le théâtre du WEC depuis 2012. Alors j'ai volontairement posé une question un petit peu évasive, j'allais dire, ou ouverte, où j'avais précisé qu'il y avait une édition qui avait marqué l'histoire. Et j'ai demandé en quelle année et pour quelle raison. Et bien vous avez été plusieurs à dire justement l'édition à laquelle je pensais. Donc bravo à vous, je vais citer Cédric, Neptou également, Maximilien qui a également répondu. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, c'est vraiment top. À chaque fois, moi j'aime beaucoup cette interaction que je n'ai pas malheureusement sur les plateformes d'écoute de podcast parce que je sais pas, je dois pas avoir la bonne version de la plateforme. Je ne peux toujours pas faire de commentaires sur Spotify, mais bon. Bref, ça c'est un détail. Par contre, laissez des petites étoiles, ça nous va bien. Ou des likes, ou des boosts, j'ai trouvé sur YouTube maintenant. Je crois qu'on peut booster la vidéo. Ah ouais, bon, je sais pas ce que ça apporte, mais en tout cas, on compte sur vous pour continuer de faire grandir le monde de l'endurance et surtout cette communauté de l'Endurance Club. Voilà, c'est aussi des idées pour l'avenir qui nous viennent et on voudrait vous impliquer aussi avec ça. Bref, la parenthèse est refermée, donc vous êtes nombreux. Cédric et Neptou ont la bonne réponse, ainsi que Maximilien. C'est bien en 2013 qu'il y a eu une édition particulière. Je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs avec Benoît Tréluyer qui était colère, parce que c'est Audi qui part en pole. Tu dis Audi part en pole, on a donc toutes les chances de pouvoir s'imposer. D'autant plus que la météo était si mauvaise
que du coup, il n'y a pas eu un seul tour sous drapeau vert. En fait, toute la course s'est déroulée sous drapeau jaune, sous safety car. Ouais. Donc il y a eu 16 tours de couvert et on a divisé les points par deux. Et il y a donc finalement une épreuve qui a eu lieu avec un classement, avec des points distribués, mais on n'aura jamais eu de drapeau vert agité, un peu comme à Spa 2021 en Formule 1, si on veut faire la parenthèse. Et comment Audi perd la victoire? Parce qu'en fait, ils s'arrêtent au stand à un moment donné parce qu'ils avaient oublié d'enlever un cache dans l'entrée d'air de l'Audi. Incroyable, Ouais. incroyable. Ouais, c'est Alors ça. que Benoît Tréluyer savait que ça ne repartirait jamais. En fait, c'est ça. Il connaît tellement le Japon. Ils avaient peur que les mecs de chez Audi avaient peur que quand ça parte, le cache va faire monter la température moteur. Et là, comme tu dis, Tréluyer se disait mais on s'en fout en fait, on va pas rouler, donc de toute façon laissons ce cache. La température moteur va jamais monter. Et au pire, si ça monte, on s'arrêtera. Mais là, pour l'instant, restons là tant que ça n'a pas lancé la course, parce que si ça repart pas, on gagne. Et ils ont perdu là-dessus. Ouais. Et ils ont perdu une course qui a duré 2h56 quand même officiellement, même s'il y a eu que 16 tours et qu'elle s'est déroulée intégralement sous safety car. Faut savoir qu'en 2017 aussi, il y a eu une interruption avant la fin pour brouillard. Et la course n'aura duré que 4h20. Donc dans l'histoire, il n'y a pas eu beaucoup de courses finalement, en tout cas à notre connaissance, à Fuji, qui ont été interrompues avant la fin. À l'époque, on roulait peut-être sous le brouillard ou sous la pluie. Mais en tout cas, les courses de 1000 km allaient au bout. Et il y a eu deux interruptions, voilà, donc 2013 et 2017, mais c'était vraiment 2013 que je visais, Ouais. et Ouais. Voilà la raison. Donc, Très bien. d'ailleurs, ça me fait penser, je l'avais déjà dit ou pas, je me souviens plus, je radote maintenant, ça y est, on a tellement d'épisodes, Vas-y, dis-moi. 77 épisodes de podcast, forcément je radote. Mais j'ai commenté une course intégralement sous safety car, Oui, ça. oui, Ça, je l'ai fait, il n'y a pas eu que 16 tours. V2V. Exactement, je l'avais déjà dit en 2018, c'est incroyable. Je crois qu'elle est encore disponible cette course, mais T'as vu, je connais même le lore de toutes tes anecdotes et tout, c'est ouf. Il y aura un quiz un jour. Ah, bon. Allez, il y aura un quiz sur cette course de 2018. Et la question numéro 2, la top question numéro 2, alors ça c'est une question à la Geoffroy, et elle est piégeuse, et vous avez été piégé, je dois le dire. La question c'était quels sont les constructeurs qui ont participé à l'intégralité des courses du WEC, donc à date ça fait 99, et donc la 100e qui aura lieu ce week-end. Et là il y a eu des réponses, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu une bonne réponse complète. En fait, la bonne réponse, c'était... alors, on met toutes catégories confondues, quoi. Tous les constructeurs qui ont eu au moins une voiture au départ. On a juste dit... Ouais. Exactement. Voilà. Ceux qui ont fait toutes les courses de WEC. Ouais. Malheureusement, aucun pilote ne peut se targuer de faire ça. Non. Je pense que Buemi en était pas loin. Ouais. Mais du coup... Et Richard Lietz aussi, dont on a parlé. Les constructeurs, il y a Porsche et Ferrari, parce qu'ils ont toujours été impliqués en GT et ou en prototype, notamment Ferrari là avec la 499P, et puis Porsche avec la 963 et avant avec la 919, donc Porsche et Ferrari, c'est sûr. Aston Martin, qui a toujours été présent en GT, et qui est présent depuis peu aussi en hypercar, depuis cette saison, mais qui a toujours eu au moins une GT au départ. Et c'est tout. Et c'est tout. Et alors attends, pourquoi pas Toyota? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi tout de suite je suis tombé dans le piège évidemment, comme Cédric Templet, comme Neptune, comme Fun6. Évidemment que c'était normalement la marque qu'on se dit depuis 2012, qui est toujours là, qui a toujours été fidèle. Et non. Et ben non. Pas de course, pas de 99 courses alors. Et non, Toyota en fait devait commencer en début 2012, à l'origine du WEC. Oui. Je crois que c'était ça l'idée avec. Je suis pas sûr. Je crois que c'était 2013. Tu sais, la vraie raison, je crois que c'est 2013. Oui, en fait, c'est ça. Mais avec la fin prématurée de Peugeot à l'époque, eh bien, on s'est dit bon, il faudrait quand même qu'on reste championnat du monde puisque on va le lancer. Donc venez, viendez. En fait, il y avait. Et ils sont venus. Ouais, c'est ça. Il y avait. Comment dire? Ils étaient. Ouais. Je crois que t'as raison. C'est ça. C'était 2013 qui était prévu. Finalement, début 2012, Peugeot s'en va avec la claporte du jour au lendemain du côté de Sebring, donc on se retrouve qu'avec Audi qui est engagé. Et en fait, Toyota, ils avaient aussi pris du retard parce qu'il y a eu un séisme au Japon, notamment en 2011, qui avait retardé, je crois, certains développements, etc. Enfin bref, ils prenaient le temps et leur calendrier était plutôt début de saison 2013. Et les organisateurs ont un peu pressé Toyota à venir, et du coup, ils n'étaient pas à Sebring pour la première course. Ils n'étaient pas à Spa, mais la voiture, la TS030, était présente là-bas, dans une livrée rouge qu'on n'a jamais vue en compétition d'ailleurs. Et les débuts de Toyota officiels, c'est Le Mans 2012. C'est la première épreuve de WEC à laquelle Toyota a participé. Donc ils ont loupé les deux premières. Et ce qui est dingue, ils ont loupé les deux premières. Comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont loupé les deux premières, mais ils ont quand même fini par s'imposer dès la première saison. Ouais. Alors il y avait peut-être un petit peu moins d'adversité, quoique, parce que Audi est quand même au rendez-vous, mais
Tu vois, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont tout de suite rentrés dans le match avec l'aide de Horeca et toutes les équipes du de Shonak aussi, hein, évidemment. Ouais, En ils sont tout de suite rentrés dans le mur aussi, parce que 2012, Le Mans, c'est Aïe. quand même très compliqué pour Toyota. Hein. C'est le Oh là décollage de là. Davidson avec la Ferrari là, à Mulsanne, et puis c'est Perazzini, à Perad. Pierre Giuseppe Perazzini, je sais pas ce qu'il devient, ce Ouais, sympathique il italien. est toujours à Mulsanne. Et donc voilà, il y avait ça, plus après, je crois que c'est l'année aussi de la Delta Wing, non? On n'a pas un petit Aïe. Nakajima qui balance la Delta Wing, et puis après, tout en conséquence, en cascade, il y a des problèmes de Oui, suspension, mais de roue, de machin. il a aidé tout le monde. Ouais, ouais. Il a aidé tout le monde en faisant ça, Ah Nakajima. ouais, c'est vrai que ça nous a fait plaisir. Non, mais voilà, 2012, compliqué au Mans, et après, effectivement, fin de saison, grosse montée en puissance. Victoire à Fuji notamment, Shanghai, il y en a 3 en tout. Ouais. Je sais plus. Incroyable. Ouais. Bon, ben voilà. Donc non, Toyota n'a pas Et non. été un constructeur qui a fait toutes les courses. Honnêtement, je suis tombé, mais alors c'est pour ça que je suis avec vous, Cédric, Neptune et Fun6, mais je suis tombé dans le piège, mais direct. Donc voilà. Petite question de cette semaine alors. Ah On oui, fait alors quoi? je sais pas même pas comment trop la On fait poser, laquelle? mais je vais Vas-y. essayer d'être là aussi parce que l'idée c'est quand même pas de vous donner trop d'indices parce que vous êtes des experts et des spécialistes et on veut que vous participiez évidemment, on veut aussi vous faire un petit peu chercher. Moi j'ai une question sur Toyota puisque bah, c'est de coutume, on est à Fuji, on est au Japon ce week-end, on ne pouvait pas ne pas parler de Toyota, je crois qu'on a bien compris que c'était fantastique de parler Ouais, de bien Toyota dans cet épisode. Finir par les faire ces stickers, hein, je te le dis, hein, Geoffroy. Je voulais parler de Toyota et je vais parler de la Toyota numéro 8, je reste vague. Il y a quelque chose de spécifique sur cette Toyota numéro 8 dans l'histoire du WEC. Je vous dis pas où, je vous dis pas quoi, parce que si c'est trop facile. Cette Toyota numéro 8, elle a marqué l'histoire à sa manière. Et il y a forcément une année particulière qui a été plus marquante que d'autres. Tu me dis si j'en Voilà. dis trop peu. Bah, Mais ouais, vas-y, continue. et je veux pas en dire trop non plus. On sait que c'est la Toyota numéro 8. Faut chercher du côté de la Toyota numéro 8. Ça s'est passé en WEC. Ça s'est passé sur l'une des épreuves du WEC. Allez, on va dire que c'était avant les. Je vais aider. Avant la période 2023. Voilà. Avant la période hypercar. Il y a quelque chose de spécifique. Ça se trouve, vous allez me sortir une autre réponse à laquelle j'ai pas pensé. Ouais, Mais, la Toyota numéro 8 entre est la 2012 seule. et La 2023. Toyota numéro 8 a C'est- un record, on va dire, et c'est la seule à l'avoir. Voilà, En exactement. WEC. On n'en dit pas plus. Et c'est pas pas. mal, ça Ouais. Non, mais c'est pas le. Allez pas chercher. On peut peut-être en dire un peu plus. Allez chercher. Ah, allez chercher. Allez chercher. Allez chercher comme ça. Si ça se trouve, Mais ils vont vous allez nous nous trouver des sortir une trucs. stat qu'on n'a même pas Oui, évoquée. Ou qu'on n'a même pas pensé. Mais voilà, en tout cas, c'est la Toyota numéro 8 qui a un record bien particulier, bien spécifique. Et c'est la seule à l'avoir justement dans l'histoire du WEC. En tout cas, je vais vous aider entre 2012 et 2023. Ouais, Avant on peut 2023. réduire Voilà. la fenêtre. Oui, voilà, la fenêtre, elle est. Ouais, Bon, ouais. on est pas mal. Ouais, on est bien, on est bien. Bon, on est bien. Ah, mais on se creuse la tête pour les top questions, hein. Franchement, là, je peux dire, c'est sûr que on a un petit peu upgradé, j'allais dire, parce que le top position, ça arrivait quand même juste après que le classement s'affiche Ouais, c'est ça. à l'écran. Limite, il était encore à Bon. l'écran, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, qui est le leader alors qu'on a numéro 1, Michael Schumacher, tu sais, en grand. Ça, putain, Van Vliet qui reprenait derrière. Michael Schumacher toujours en tête. Ok, bon, voilà. Il vient de le dire, en fait, clairement. Eh oui, mais non, mais de toute façon, moi, Pierre, entre nous, je crois que le jeu top position, c'était pas Ah, ouais, non. quelque chose qui plaisait formidablement et on savait que l'idée c'était que les gens téléphonent. Bon là, l'idée c'est aussi que vous partagiez avec nous vos connaissances, donc n'hésitez pas à commenter. On fera des questions très faciles aussi, hein. Par exemple, Toyota a une spécificité, quelle est la nationalité de ce constructeur? Tu vois, à un moment donné, ça arrivera Non, aussi. j'ai pas envie de tomber là-dessus. Ça, j'aime Non, pas, je c'est comprends. les jeux comme ça où. En première Bah oui. mi-temps, qui a marqué le but de l'équipe de France? Kylian Mbappé ou Francis Huster? Bon, bah non, bah là. Non, bah non. Francis Huster a joué au foot? Vous appelez, vous envoyez 8 au 8 22 22, vous envoyez ça et vous pouvez gagner 30 000 euros par mois à vie. En vrai, non, mais nous, on fait rien gagner par contre. Ah oui, c'est ça. Enfin, on va finir par faire gagner des Bah choses, après, hein, s'il y a peut-être. une Mais pour marque, l'instant, s'il y on a un n'a pas le partenaire sponsor qui qui veut. va avec. Ouais, voilà, s'il y a un partenaire qui veut offrir un abonnement à NordVPN ou des boissons au lit, nous on prend. Hein. Pas de problème. Ah bah voilà, nous on veut de l'énergie, effectivement. Ouais, Hein, c'est... toujours. Des miniatures. Bon, bah Toyota. c'était des miniatures. Ah bah là, moi je prends. Hein. Franchement, si je sais pas, Spark par exemple, on va Au dire, hasard. un nom au pif, au hasard, qui par exemple soutient Kevin Estre, qui aime beaucoup les podcasts. Je dis ça au hasard. Ouais. Et ben, on est preneur. Ah, puis s'il faut faire un effort et recevoir Kevin Estre
dans le podcast, eh ben on le fera. Voilà. Ça sera pénible sans Ouais. doute de passer un moment avec Kevin S qui nous C'est parle bon. de voiture. Ah, ça sera très dur, je pense. On le fera, allez, parce que bon, bah voilà, on sait quand même mouiller le maillot, je veux dire. Ouais. Kevin, si tu nous entends un jour, franchement, t'es le bienvenu. Ah bah carrément, on fera un épisode, c'est qu'il n'a jamais dit. Voilà, exactement, et il a des choses à dire. Bah, comme André Lauter, d'ailleurs, Ouais, nous c'était cool. a évoqué quand même de belles choses hein, lors des 24 heures du Mans. C'était très sympa, et c'est un format voilà, qu'on aime bien aussi. C'est pas tout à fait comme Trajectoire, parce que sinon vous allez me dire, mais il se tire une balle dans le pied. Pas du tout. Là, on parle vraiment d'endurance, et c'est plus focalisé encore sur de belles anecdotes. Donc voilà, Kevin Estre est le bienvenu, Tom Dillman et tous les pilotes français Ouais, aussi. carrément. Je vais pas tous les citer, mais évidemment, voilà, on va commencer par les Français, puis on ira sur des nationalités autres. Cela dit, on a commencé par André Lauterer, je dis n'importe quoi. Mais tous les pilotes qui parlent français Soyez sont les bienvenus, bienvenus. exactement. Bon, et voilà. Donc, que dire à part vive le sport et vive Fuji ce week-end à partir de 3h, 3h30 du matin. Il y a le replay qui existe, ne vous inquiétez pas, bien sûr vous le savez, pour savoir si Toyota va réussir enfin à sauver sa saison et à s'imposer. Ça serait fou qu'il n'y arrive pas, Ouais, mais c'est c'est l'enjeu. déjà arrivé dans l'histoire du WEC, donc voilà, c'est l'enjeu vraiment Ouais. de ce week-end, même plus finalement que le titre Ferrari qui leur tend les bras en hypercar. Ouais, qui semble déjà être dans la musette, quoi. Non, mais carrément, c'est ça les enjeux. Ouais. Bon, on a été complet, je pense. J'espère. Écoute, on est sur un format maintenant on est parti sur 1h20. On C'est s'est pas ça. fait exprès, mais avec la top question, avec les débats, tout ça, j'espère que ça vous plaît. On va essayer de pas trop dépasser quand même cette durée et cette distance. Merci beaucoup, Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Et on se retrouve la semaine Eh prochaine. bah, allez, plaisir partagé, puis rendez-vous semaine pro pour un nouvel épisode. Bah voilà, pour débriefer les 6 heures de Fuji. Et puis vous le savez, si vous voulez continuer de faire partie de ce club, de l'Endurance Club, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo YouTube ou évidemment sur les plateformes de podcast, mettre des petites étoiles. Et on aime ce partage avec vous et cette proximité avec vous. Donc continuez, on vous remercie grandement. À la semaine prochaine. Salut!